Bonjour, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Temps Mort Show, une émission de basket de qualité avec des hommes de très grande qualité. Si vous saviez les discussions qu'on avait juste avant et qu'on aura juste après, c'est incroyable. Je suis DJ Flexta, vous me connaissez, Parole véritable, etc. Shout out le Bougarno, toujours. Le Boug, toi aussi, je vais t'attraper par le col. Il y a des choses à régler. La bouche pimentée. Si. L'homme doux. I'm back. Je vous ai manqué, les frères, je vous ai manqué. Exactement. Non, aujourd'hui, il est sapé comme un... Miami, on l'a. Là, c'est Miami où c'est le tonton qui prend de l'argent au pays. Tranquille. Le tonton qui a des affaires. On a beaucoup de terrain. Moustapha, si c'est avec nous. Smooth, c'est dans la maison, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, applaudissez à la maison. Shout out. Si vous applaudissez pas, vous êtes un jaloux. À ma gauche, il n'est pas à ma droite aujourd'hui. Shout out le Tsar qui n'est pas là aujourd'hui, mais il reviendra bientôt pour de nouvelles aventures. Tout le monde va pouvoir prendre des tirs aujourd'hui. Angelo s'est fait attraper par le président de l'AEC pour 2-3 trucs pour ceux qu'on suivi. À ma gauche, Mills, Patty Mills, Beverly Mills, Notorious Mills, Paul Mills. L'émission là aujourd'hui là, tellement spicy. Ça va être tellement spicy, tellement incroyable. L'énergie que ça dégage déjà là. On est seulement à la 2e minute. En tout cas, si t'es pas prêt, va prendre une bouteille de lait parce que ton ventre va pas tenir. À notre gauche, notre invité de la semaine dernière qui est revenu tellement il a kiffé ce nectar vitaminé. Il boit du jus de gingembre. Exactement. On l'appelle Vince, on l'appelle MacGyver, on l'appelle Alchemist, on l'appelle Autobot. Non, c'est toi qui m'appelles comme ça. Exactement. Les gars, c'est contagieux parce que les gens commencent à m'appeler comme ça depuis la semaine dernière. Ils sont pas la ref. Vince Bot. Salut les mecs. Vincent Bon, mais Vince Bot, je crois qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Ah, il y a des chances. Aujourd'hui, petit programme chargé. Vous évidemment. avez tous vos temps morts dans vos poches, hein. Ouais, t'inquiète pas. Ça va dégainer. Parce que, il y a une certaine Il y a une certaine élimination qui a fait qu'un des joueurs présents aujourd'hui A disparu. nous a boycotté. Avait du mal à encaisser le coup, a dû prendre une petite retraite pour s'en remettre. Jusqu'à les poils sont tombés. Ouais. Donc c'est pas un pistolet chargé, c'est deux. Non, mais tranquille. Kalash est chargé. Tranquille, on est obligé. Moi, je suis un Lakers, donc je suis obligé d'embêter les Mais Celtics. toi, tes poils sont tombés depuis longtemps. Oui, non, mais moi, c'est fini. Moi, je suis déplumé et tout ça depuis longtemps. Mais j'avais pas trop d'espoir, en vérité, je vous le cache pas. Donc, aujourd'hui, NBA, les finales NBA. C'est un truc qui se passe aux États-Unis, qui s'appelle les finales. Je sais pas, c'est des matchs de saison régulière. On est mauvais. Moi, je tiens à le dire tout de suite, je vais dire les choses, on est mauvais. C'est pas de leur faute. C'est pas de la faute d'OKC, c'est pas de la faute d'Indiana. Bien sûr. C'est la faute de toutes ces franchises qui ont un statut bien défini, qui auraient dû faire le boulot, qui ne se retrouvent pas là. Et je me mets dedans. Comme ça, je vous coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Je vous coupe l'herbe fort sous les pieds. On n'a pas fait le taf. Que ce soit Boston, que ce soit les autres franchises, ils ont pas fait le taf. Donc aujourd'hui, les équipes qui ont été régulières. Oui, Cleveland aussi qui a foutu le bordel. Ouais. Indiana, qui est très régulier, parce qu'ils ne sont pas réguliers que pendant les playoffs. Depuis janvier, ils étaient en train d'enchaîner des perfs. OKC, qui a assumé son standing de numéro 1. Aujourd'hui, on a quand même une confrontation qui pourrait paraître illégale au départ, qui a redistribué les cartes. Aujourd'hui, Indiana bouscule OKC, et on s'attendait pas à ça. Shout out à Haliburton, parce que, il a été le joueur nommé par ses pairs comme le joueur le plus sous-coté. C'est un délire. Ça, c'est n'importe quoi. Le gars, il prouve tous les jours. Mais il y a une team autour, attention. Pascal Siakam, Mathurin, les gars font le taf, tu vois. Mais justement, carrément, on rentre directement dans le sujet. Là, d'Indiana, on sait qu'il y a 2-2 aujourd'hui à l'heure où on parle. Qu'est-ce qui fait qu'Indiana est encore là aujourd'hui? Parce que je pense qu'on va pas se mentir, beaucoup allaient dire 4-1, 4-0. Moi, je te dis clairement, j'ai dit 4-0. Mais 4-0 aussi. Non. 0. 4-0. T'as en face de toi une entreprise de destruction massive. Tu vois ce que j'ai dit? OKC, c'est les maçons du cœur. Quand ils viennent, ils détruisent ton immeuble. Les maçons du cœur. Go, Ludort, toute cette clique-là, ils ont doublé tous les postes pour éteindre chaque joueur qui peut être très dangereux. C'est vrai. Tu vois Liberton comment il monte la balle en souffrance. Mais le gars, il s'en sort quand même. C'est ça que... KJ McConnell, gros, est-ce que je me demande même si en Euroleague il pourrait jouer.
Le gars, il est là, il drive son équipe quand il rentre. Non, je le respecte. Ouais. Il pose ses couilles sur la table. Mais c'est ça. Tu vois? Et malgré tout ça, ils apportent des réponses. Et l'identité d'Indiana est là. C'est pas une identité qui date d'il y a 2 ans, c'est une identité qui date même de l'époque de Reggie Miller. C'est la même chose aujourd'hui. C'est don du corps, sacrifice pour l'équipe, et voilà. Tu vois, unité. C'est pas comme si t'avais OKC où tu sais que Shai va mettre 30 points. Tu vois, là, il y a vraiment team spirit. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait chier OKC, parce qu'ils peuvent pas se focus que sur 1-2 joueurs qui peut faire le taf. Les menaces viennent de tous les côtés. Ouais, Et je suis c'est d'accord. équilibré. Mais- Et shout out au coach. On parle pas d'un... Merci. Merci. Ricard T'es mon gars. Non, T'es mon Ricard gars. Lai. Il Oui, faut, oui, oui. on l'oublie trop. on parle pas d'un novice du game. Ouais. Il a goûté au final beaucoup de fois. Bien sûr. Donc, Non, c'est un grand coach. Et il a su mener des joueurs de potentiel à les intégrer dans un collectif. Donc aujourd'hui, je suis pas surpris, même en termes de coaching. Il up-coach son vis-à-vis. Mais Il tous les up-coach jours. son vis-à-vis. Tous Donc, les jours. voilà, c'est ça. T'as une entreprise de destruction massive est un collectif. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve sur un 2-2. On est surpris maintenant. Voilà, les indices NBA, Les audiences, tout ça. les ça, audiences, bien tout ça. Heureusement qu'ils ont signé les contrats publicitaires avant, hein, parce que sinon, ça aurait été problématique. Mais voilà. Moi, c'est ça. Chapeau à Indiana et OKC, et big lose, vraiment bonnet d'âne pour toutes ces équipes qui auraient dû être là à la place d'Indiana et qui n'ont pas fait le taf aujourd'hui. Mais je pense après les finales, on fera peut-être un bilan aussi sur toutes les équipes de la Ligue Conférence Ouest et Est. Ça va être intéressant Oui, bien. de savoir qui a déconné, qui a justement augmenté ou dépassé nos espérances, parce qu'on parle d'Indiana. Indiana a déjà fait les finales de conf l'an dernier, donc ce sont une continuité, hein, comme tu l'as dit, ce sont une continuité. T'es dans une équipe où il n'y a pas de individualité. On parle d'un Pascal Siakam qui est rayonnant depuis ses débuts de playoff. Enfin, on le sait, hein, il a déjà remporté le titre, etc. Mais on parlait quasiment pas de lui cette année, hein. Personne parlait de lui. Et aujourd'hui, il fait partie des gens qui mènent Indiana aussi à cette excellente campagne de playoff qui est aujourd'hui. Pascal Siakam, on parle aussi de les joueurs aussi du banc. Parce que Obi Toppin, très bon dans le game 4. Exactement. Très bon dans le game 1, exactement. On a aussi Benedict Mathurin qui était très bon dans le game 3. Parce que si le game 3 est remporté par Indiana, il en a aussi pour beaucoup, hein. bien Parce sûr. qu'il Et finit. sur le game bien sûr. 4. Ouais, voilà. Ah, c'est Et ça, justement, et c'est ça, en fait. Il y a entre le game 3 et le game 4, ils ont pas réussi, justement, à garder ce niveau de jeu. Parce qu'on le sait, hein. Le game 4 a été remporté par OKC avec un dernier carton qu'Indiana aurait dû gérer. Et en plus, c'est ironique parce que Indiana, justement, c'est eux qui ont mieux géré les derniers cartons depuis ce début des playoffs, qui ont fait des remontées de C'est un dingue. truc de fou. Et pour une fois, enfin même pas pour une fois, hein, parce qu'ils étaient aussi remontés par les Knicks de Towns à un moment. Ils se font remonter par les 15 points de Shai dans les 5 dernières minutes. Ils se font remonter parce que ça une très 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 mauvaise gestion du dernier carton de la part d'Indiana. Benedict Mathurin, lancer franc, ça rate, les fautes bêtes à la fin. Haliburton n'a pas réussi justement à bien gérer aussi son équipe autour. La question que je pose aussi, Mais au final, est-ce que ça relève pas quelque chose? Au final, est-ce que Indiana, quand ils ont de l'avance, ils savent pas la préserver, ils savent pas la gérer? Est-ce que c'est pas une équipe qui joue en embuscade et qui s'accroche au wagon pour dépasser l'équipe? Au final, ça résumerait toute la Je suis saison totalement d'Indiana. d'accord avec toi, Vincent, et j'irais même plus. Tu vois, toi, tu parles de cette saison, je reviens l'année d'avant. C'est ce qui leur a coûté, c'est ce qui leur a coûté leur qualification pour les finales de conférence. Ils ont Indiana Boston game 1. Haliburton se dribble sur le pied. ouais. Ah ouais, je me rappelle. Jalen Brown met un tir à 3 points à Oui, 0 pour- degré. ouais, pour donc égaliser, supporte pas la prolongation. pression, Ils quoi. supportent pas la pression. Ouais. Ils aiment bien être l'équipe qui va surprendre, mais j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas porter assumer le score quand ils sont devant. Et ça, au final, tu gagnes pas forcément un championnat comme ça, quoi. Tu vois, sur des coups, à chaque fois, à dépasser l'équipe dans le money time. Après, les gars, depuis le début des playoffs, là, les mecs sont quand même efficaces, hein. Ils ont Bah, y en a sorti qui tout le monde, sortent ils ont du pas bois, perdu y en a un qui game sortent du bois. 1 et trucs, T'as un rendez-vous où t'es obligé de te sublimer, où les joueurs sont obligés de se dépasser. Il y en a qui se révèlent aussi dans ces moments-là qu'on soupçonnait pas, quoi. Des joueurs qu'on soupçonnait pas. Mais toi- Ouais. Parce que, attends, parce que on parle beaucoup de Haliburton, mais pour moi, c'est, bon, déjà, merci pour le shout-out à Ricard Lai, parce qu'on oublie à quel point ce coach-là, il est excellent. Bien sûr. Mais il y a Haliburton et la TSN. Big up à Jill Tismé par un euro frais. Exact. Mais la TSN, non, c'est pas tout simplement là, mais Turner.
Siakam et Naismith. Naismith. Ouais, Au rebond, ils sont en train de faire de la destruction, ce qu'ils sont en train de faire. Ils font un chantier. Mais là où, je pense que Vincent, ce qu'il veut dire, c'est qu'à un moment donné, on peut se contenter de ces quelques erreurs quand t'es sur la SR, la saison régulière. On parle de finale. Ah. Donc tout ça, c'est criant et ça a son impact sur des matchs en jeu, à des matchs coup près. Tu vois ce que je veux dire? On peut paraître dur sur les propos, mais la vérité, c'est que c'est ces détails-là qui peuvent te faire gagner un titre ou pas. C'est clair. Chaque possession. Justement, la question que je vous pose, est-ce que, justement, Indiana, est-ce que ce game 4 là, ne va pas être justement, destructeur, justement, pour le reste de la série? Gros. Tu mènes de 9 points. Tu mènes de 9 points à la fin du troisième. 9-10 points. T'es à domicile. On rappelle, hein, ils sont à domicile. Ils avaient très bien géré le game 3. Et ils se font rattraper dans les 5 dernières minutes. 31-17, je crois, dans le dernier quart-temps. Est-ce que, justement, ça va pas leur coûter cher? Je pense pas. pense pas. Ils sont dans un mood où, en fait, gros, on t'attendait pas là. Premier tour, tu tabasses. Deuxième tour, tu tabasses. Là, on parle de finale NBA. T'as plus le temps de faire des calculs, en fait. Viens, joue, hustle, joue. Et à la fin, tu fais les comptes. Là, on a perdu, ça reste un game. Tu vois, quand ils partent, tout ça, ils sont énervés. Mais tu regardes les interviews, ensuite, derrière, tout ça, tu vois le body language, ils sont pas marqués. Ils sont pas marqués. Ils savent que demain, il y a un autre game. Ouais. Ils ont pas le temps à faire tout ça. Justement, j'ai une question à poser par rapport à ça, parce que moi, j'aime bien faire aussi plusieurs comparatifs. Hein. Voilà. OKC a joué quasiment le même type de série contre Denver. Parce que si vous regardez bien la série contre Denver, dans le game 1, ils perdent quasiment en buzzer, c'était Aaron Gordon qui avait fini. Le game 2, c'était un blowout, hein. Le game 3, OKC mené, ils sont fait rattraper encore et dans le game 4, c'est justement l'inverse. C'était Denver qui mène dans le game 4 et OKC qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'OKC a déjà vécu dans ses playoffs ce genre de situation-là. Et là, je veux revenir à des années en arrière. Je vais prendre par exemple la série en 2022 entre les Warriors et Boston. Vous avez vu quand le game 4 où Steph Curry fait son match incroyable et justement la dynamique elle change totalement de sens dans un match où le game 4 où ça revient à 2-2 dans un match où Boston aurait pu mettre 3-1 à domicile, tout comme par exemple je reviens peut-être 10 ans en avant dans un Cleveland Golden State aussi. On sait quand LeBron et sans Kyrie, sans Kevin Love, ils sont à 2-1. Dans un match où s'ils prenaient le 3-1, ça change tout et quand ils reviennent à 2-2, on sent que la pression n'est plus dans le même camp. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Quand t'es à égalité au bout de 4 matchs, au final, la finale commence seulement au match 5, tu vois. Et celui qui prendra le match 5, a déjà une main sur le trophée, quoi. Exactement. Tu vois. Et je vais même aller plus loin, tu vois. Ils ont chacun pris un game chez l'autre. C'est pas du genre t'as fait 2 et l'autre il a fait 2 chez lui. Chacun a pris. Donc tu redistribues les cartes. C'est équilibré. C'est équilibré. Et ce game 5 là, c'est win or die. Là, par contre, tu mets un coup de matraque sur la tête de l'équipe en face. Ça dépendra de la physionomie du match encore une fois. Tu prends le game 3 et comme je dis, ils sont under pressure. Ils sont pas sous pression, ils ont pas de pression, pardon, ils sont pas under pressure, mais ils vont aller chez l'autre pour essayer de faire le résultat et t'as des vrais soldats de chaque côté. C'est pas des artistes. Ce sont des gars, tu sais, c'est des hustle, tu vois. Ils vont charbonner pour faire la différence. C'est pour ça que New York, pour revenir à New York, ils ont pas pu tenir parce que Indiana peut imposer un tempo que New York ne tiendra pas. Parce qu'ils ont surjoué déjà au tour précédent. Et là, c'est des équipes athlétiquement parlant différentes, mais qui sont vraiment à un niveau de capacité hyper important. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Et il faut leur tirer le chapeau. Ils nous offrent un spectacle qui n'est pas ce qu'on souhaite parce que nous sommes des fans de NBA et on s'attend à voir des plus gros marchés. Mais bien sûr. Non, mais ils ont fait le boulot. Après, on en a parlé la dernière fois, c'est pas le basket le problème parce que c'est des équipes de qualité, etc. C'est plus en termes de personnalité, en termes de superstars. Et comme tu l'as dit, t'as bien fait de pointer du doigt les teams qui n'ont pas fait le boulot, qui auraient dû être là. Il y a des teams comme Boston qu'on attendait en finale. Ça y est, j'ai déjà dit trop de fois Boston, faut arrêter. Non, c'est ça mon problème avec toi. C'est que j'ai déjà dit trop de fois Boston. Quand tu viens, tu rajoutes encore, faut arrêter. Non, mais OKC pour le coup, eux, ils étaient promis à la finale NBA, on les a attendus. Allez, peut-être Denver, peut-être les Clippers, mais vraiment OKC pour le coup, ils ont tenu leur rang. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de problème, c'est que comme tu l'as dit, il y a plus d'avantage du terrain. C'est-à-dire que chacun a gagné l'un chez l'autre. Tu sens pas cette urgence, ce truc de c'est une finale, chaque possession compte, on doit tout gagner, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que les mecs ils sont un peu dans le calcul de vas-y. Limite, j'ai l'impression que Indiana se sont dit bon vas-y, là le match il est parti pour partie, au lieu d'aller se cramer physiquement,
on laisse gérer et on l'abandonne, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas. Moi, je trouve que justement, dans le game 4, et c'est OKC qui se retrouve dans le sentiment d'urgence. À se dire, Exactement. si on arrive on a nos derniers cartons, ils sont à moins 10. S'ils repartent d'Indiana à 1-3, peut-être tu vas gagner le game 5 à domicile. Ok. Ouais, mais après, ouais, pour revenir revenir à Indiana, pour prendre le game 6, c'est-à-dire que tu vas gagner 3 d'affilée, et on le sait, quand il y a 3-1, il y a une seule équipe qui est remontée à 3-1. De toute façon, pour OKC, je pense que faut laisser la main à Indiana et leur foutre la pression, parce qu'ils supportent pas la pression, on l'a dit. Et Donc tu les laisses devant un petit peu, surtout si tu joues chez toi sur le match 5. Tu leur laisses la main chez qu'on toi. appelle des matchs de traînard. Ouais. Tu restes en contact sans l'être, mais tu imposes certaines choses. Mais il faut les prendre à leur propre jeu, Une Indiana. décision, un stop défensif qui va te faire switcher le truc. Tu vois, c'est à ce moment-là de la compétition, c'est ça, c'est comment tu l'abordes. C'est celui-là qui va avoir la dalle, qui va vouloir faire le plongeon, qui va prendre le rebond, qui va accepter de faire une faute pour se sacrifier, qui va faire que ça peut faire switcher le match. Mais c'est plus les qualités individuelles. Faut que ça soit un guet-apens, faut que ça soit un guet-apens, hein. Mais moi, justement aussi, je voulais parler aussi de cette équipe d'OKC, parce qu'on a beaucoup parlé d'Indiana, mais des joueurs comme par exemple Alex Caruso, je le répète, parce que pour moi, après Shai, c'est lui le meilleur joueur de la série du côté d'OKC. Mais ils savent pourquoi ils l'ont signé. Mais oui, mais parce que Caruso, LeBron, et quand LeBron joue, oh purée, pourquoi je parle de LeBron? Casse-toi, merde! Le LeBronomètre vient de soulever, ça y est. Quand il a joué avec LeBron l'a pris directement sous son aile parce qu'il savait que c'était un gars hustle, tu vois. Et le gars, c'est le bon gars. C'est le gars avec qui tu peux partir à la guerre. Lui, il a une ADN new-yorkaise, hein. Il a une ADN new-yorkaise et ce qu'il fait là, il peut le faire dans n'importe quel type. Il a réussi à le faire à Chicago. Ouais. C'est clair. Donc, il peut le faire n'importe où. Et là, il est tombé parfaitement au bon endroit. Exactement. Parce qu'en fait, son apport sur le terrain, là maintenant en plus, c'est un pas juste le hustle, etc., mais c'est en termes de points. Le mec, il a 20 points dans le dernier match, en sortie de banc. En sortie de banc, il est comme à 30 minutes. On sait, en 30 minutes, sortie de banc, t'as 20 points. Interception. T'es un faux bencher, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui vont, je te dis, sortir du bois, et c'est les role players qui font gagner les titres. C'est les role players qui font gagner les titres. Robert Horry, en saison régulière, était tranquille, et puis, tu le sortais du banc, il te balançait des flèches et c'était et voilà. Hein. Mais c'est là, on l'a vu par exemple à Jalen Williams, très très bon dans le game 4. Un Jalen Williams bon, un Chet qui a fait un bon début de match, un peu moins vers la fin, mais on a vu vers la fin aussi pas mal d'efforts défensifs, pas mal de stops aussi qui ont permis à OKC de tenir aussi le rythme. Shai, on va pas en parler parce qu'il est MVP, donc ce qu'on attend de lui, il est en train de le faire en termes de scoring. C'est ça qu'on attend de lui. Maintenant, dans le game 5 et game 6, là où ça va être très important, c'est là où l'histoire va se jouer. Ça veut dire que OKC, pour moi, ont une pression parce que t'as 68 victoires dans la saison régulière. T'as le MVP. T'as l'équipe la mieux bâtie pour gagner. Ils ne peuvent pas perdre. Je suis pas d'accord avec toi. Ok. T'es en finale, vous avez tous la pression. Exactement. Vous avez tous la pression. C'est fini. Là, on se rend compte que toi, comme moi, on joue pour un titre de champion NBA. Ouais. Donc la pression, elle est pour tout le monde. Tu crois quoi? Si Indiana prend la finale. Gros, Indiana, c'est une terre de basket. Ouais. Ça va être le bordel partout. Non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ils l'attendent ça. Ils l'attendent. Je suis d'accord, mais tu vois, comme je prends un exemple. Tu vois, il y a des séries où il y a pas le même poids. Pour moi, si tu prends toute la saison régulière, tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont fourni, et même les pronostics qu'on avait donnés avant la série, déjà un game 4, pour beaucoup, personne ne voyait arriver à un game 5. On en a parlé, Flexta avait donné Indiana gagnant, Angelo et moi on était OKC. On est dans un game 5, minimum game 6, parce qu'on sait que ça va aller au game 6 et peut-être au game 7. OKC avec ce qu'ils ont fait, après avoir battu Denver, qui pour moi déjà c'est la plus grosse série de ce playoff cette année. Oui, la plus grosse série qui a c'est un arbre qui a caché la forêt aussi. Denver n'aurait pas pu aller au bout. Oui, avec Denver a été en sur-régime pour essayer d'exister. Jokic, il devait faire 5 postes. Oui, mais ce que je veux dire, je pense que les matchs étaient des matchs de qualité déjà cette série-là, avec un Nikola Jokic royal. On l'a vu à la fin assez fatigué, voilà. Mais après, je pense que même Denver, Minnesota, ça aurait pu être une série où il serait peut-être parti le prendre. Maintenant, on est dans un game 5 à OKC. Ils sont obligés de le prendre. OKC est obligé de prendre ce game-là parce que tu reviens. On sait que c'est très compliqué de gagner les game 6 à l'extérieur. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Tu vas gagner un game 6 à l'extérieur. Ça va être très compliqué. Pour moi, je sais pas qu'est-ce les facteurs X ou les clés de ce game 5. Mais tout ce que je dis, c'est que je pense que je vais te rejoindre là-dessus. Celui qui va gagner le game 5
remportera les finales NBA. On est sur un tournant. Mais ça m'amène à une vraie question, là. Pour vous, ça va en 7 matchs ou? C'est dur. C'est Game 5, là, c'est le tournant. Game 5, c'est le tournant, mais bon. Tu penses pas qu'il y a les éléments pour faire en sorte que ça finisse si OKC prend le 5, Indiana peut prendre le 6. Tu vois? Et ce sera, je pense que les télévisions aimeraient avoir, au vu des chiffres, aimeraient avoir plus un Game 7 que ça s'arrête en Game 6 pour équilibrer. Ça, c'est que les audiences, comme je vous ai dit, elles sont tellement poussives que là, graduellement, ça va monter. Et ça va monter vraiment à partir du Game 5, là. Ouais, exactement. Ce soir, ça commence. Les finales commencent ce soir. Ouais. Mais après, moi, clairement, je pense que ça peut finir en Game 7 parce que, en vérité, sur le papier, et même dans la réalité, les équipes sont beaucoup plus équilibrées qu'on ne le pense, tu vois ce que je veux dire. Autant, il y en a une qui a marché sur la saison régulière et l'autre un peu moins, mais elles sont beaucoup plus équilibrées dans les match-ups, etc. Dans les match-ups, oui. Et j'ai une autre question. Shai MVP, etc., etc. Alors, j'ai rien contre Shai. C'est juste que, pour moi, il lui manque un truc de superstar. C'est-à-dire que, jeu à mi-distance et tout, j'apprécie et tout. Après, il y a beaucoup son jeu avec les arbitres, les fautes, les lancers francs, etc. Là, j'ai vu une stat où il était à 21 lancers francs, Haliburton était à 0. C'était pendant la saison régulière. Ouais, On rappelle que là, le coup de sifflet pendant ces playoffs-là, il est hustle. Pour moi, c'est un coup de sifflet des années 80. C'est vrai. Playoff réunis, pour moi, c'est un coup de sifflet des années 80. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, mais, je sais pas, le mec, il est MVP. Là, il est en finale NBA. Je sais même pas si on a une action mémorable de Shai ou un truc, tu vois. On a tous un truc de la superstar qui fait un truc de ouf en finale. Il y a Et Shai, il y a pas. Il y a plein de choses qui jouent sur ça. Déjà, Haliburton n'est pas un joueur qui va driver au contact comme un Shai qui prend les pieds, qui va au contact. Ouais. Donc, clairement, déjà, il y a déjà un différentiel. Mais il a des gros tirs, lui, au moins. Ouais, mais il a des gros tirs. Mais Shai kick. Shai kick énormément. Donc, quand il percute, il va chercher le contact. Certes, les arbitres peuvent donner les fautes, mais Shai est un joueur qui est en percussion. Et, comparé à Haliburton, qui est vraiment en contrôle, qui fait jouer, qui va prendre les tirs, qui va essayer de trouver son middle range, tout ça. C'est ça qui fait déjà la différence. Ce sont deux types de joueurs. Donc, on peut pas comparer leur impact, si on compare juste les lancers francs, tu vois. Et Shai n'est pas une superstar parce qu'il est sur un marché comme OKC. Tu signes Shai chez Jordan, chez Nike, et tu le mets dans un autre marché, c'est une superstar. Beverly le dit très bien. Quand il est avec les Clippers, Oui. il dit, clairement, toi, tu vas être une superstar. Ouais, Tu vois. et je sais que les joueurs de Clippers ont regretté le départ de Shai. Même Doc, Ouais. mais dans le trade de Paul George, ils étaient obligés de faire des sacrifices et il fallait donner leurs valeurs marchandes les plus importantes pour réaliser ce trade. Et juste, faut rajouter là-dessus, il faut rappeler que le parcours des playoffs n'a pas été le même chez les deux équipes. C'est-à-dire qu'on parle des gros shoots d'Haliburton. OKC n'a pas forcément eu besoin d'avoir ces gros shoots-là aussi. Ouais. Dans le sens où, je prends un exemple, Memphis, c'était du 4-0. Minnesota, c'est du 4-1. C'était assez expéditif et on a vu des blowouts de dingue. Il y a eu un game, je parle encore de la série contre Denver où c'était serré. Mais là, on parle d'un game 2 où il y a eu un blowout. Un game 4 où Shai met 15 points dans les 5 dernières minutes pour faire remporter la victoire à son équipe. Il n'y a pas forcément d'action mémorable et c'est aussi parce que la NBA aussi comme je dis, le côté marketing de ces superstars-là n'est plus le même qu'avant. Vous êtes mauvais, mauvais. Non, mais je pense que ce que Dexta, il veut Une dire, c'est... action de Shai, un truc, Voilà, mais c'est ça, genre, donc, non, mais tu veux du Tomar, tu veux du non, spectaculaire, quoi, tu vois. même pas forcément du Tomar, mais ça peut Vous être êtes mauvais. un move, Vous un êtes- cross vous ou êtes un mauvais. gros shoot ou je sais pas. Vous êtes mauvais. On veut du sang, on veut Vous du voyez, sang. sa lecture de jeu, elle est chirurgicale. Oui, moi je suis d'accord. Oui, mais- Quand il joue un pic et qu'il te met son gars dans le dos et que derrière, il a pas une, deux, il a 3 solutions et qu'il fait pratiquement le bon choix. Les gars, faut qu'on arrête de croire que la NBA c'est celle qui va nous vendre du show. C'est fini. Ils ont très bien compris qu'il fallait il fallait être techniquement abouti. Ils ont vu les Européens qui jouent en 2 temps, comment ils jouent le pick and roll et qui te mettent tous les Américains qui volent, qui courent comme pas possible. Ils sont obligés d'aboutir. Et en plus, Shai, c'est pas un carré. C'est pas un carré. Revenons en chose, c'est pas un carré. C'est un Américain. Non, c'est pas un carré, c'est un Canadien. Oui, mais Non, c'est un Canadien. Son drapeau, c'est le Canada ou pas? c'est pas un États-Unien. Au Canada, terre-neuve. Non! Gros. Genre, tu veux claim un peu chez nous. Non, c'est pas ça. C'est que le Canada, dans l'histoire de sa formation, est venu beaucoup s'inspirer en France. Le Canada, comme l'Australie, sont venus voir l'INSEP comment ils travaillaient. Ça, c'est une parenthèse, on en reparlera plus tard. Donc, ils ont vu tout ce qui est travail individuel, tout ça. Ils ont évolué. Et la NBA, aujourd'hui, c'est que des gens qui maîtrisent techniquement leur art. On va plus avoir des avions de chasse. Le dernier avion de chasse, c'est comment dire, Anthony Edwards. Ouais.
Maintenant, tous travaillent en maîtrise. Donc, C'est vrai. public, habituez-vous. Les highlights, là, si ce n'est pas Edwards, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, vous allez vous habituer à des highlights, passe dans le dos, highlight écran, et puis mais c'est surtout aussi qu'on en avait parlé aussi il y a quelques mois, c'est que les superstars qui auraient dû être là, c'est-à-dire les Ja Morant ou les Zion, c'est eux aussi justement qui ne sont pas au rendez-vous à l'heure où on parle. Ça, ce sont des produits publicitaires. Si on veut des produits NBA, on peut pas dire que on peut pas dire que Ja Morant ou Zion Williamson vont apporter quelque chose dans cette NBA. On peut pas. Au contraire, ils rapportent rien. Ils rapportent des problèmes. Regardez, ils rapportent des problèmes. Moi, je suis pas étonné si Ja il perd son contrat avec Nike dans quelques années. Hein. Kyrie l'a perdu pour une ouverture, pour s'être exprimé. Là, un gars, il s'amuse à brader à feinter des guns, tout ça. Go, ça va pas tenir. S'il change pas, ça tient pas. Et il va partir. Et c'est ça. Et regarde. Et pourquoi maintenant, ils s'investissent beaucoup sur le regard de l'Européen parce qu'il est lisse. Le gars, il vient faire ce stade, tout ça. Et ça gêne les Américains. Et tout ça gêne les Américains. Mais justement, on veut des avions de chasse, hein. Tu sais, c'est l'Amérique, c'est... Après, c'est peut-être pas un parallèle aussi. On parle de basket, on parle pas de... Oui. Est-ce qu'on fait pas aussi un parallèle aussi à ce qui s'est passé aussi il y a 20 ans, à l'époque où la NBA a voulu changer aussi son image en mettant en avant des Steve Nash, des Dirk Nowitzki. On sait que, on se rappelle la bagarre d'Indiana Détroit en 2004 qui avait changé pas mal de choses aussi. Est-ce qu'il y a pas aussi ce parallèle-là où on veut mettre en avant, on a vu dans les MVP où Nash a été 2 fois MVP d'affilée, très contesté par beaucoup d'Américains, notamment Kobe Bryant ou Shaquille O'Neal aussi en 2005, Dirk Nowitzki en 2007. Est-ce qu'on se retrouve pas aussi dans le même un peu... Non, tu vois, moi, le truc le plus comparatif, et putain, d'habitude, il dit que des conneries ou il fait que des conneries, c'est Damon Green. Sa dernière sortie, qui dit qu'aujourd'hui, je prends pas tout son propos, hein, qui dit qu'aujourd'hui, tout le monde a un personnel trainer et tout le monde bosse énormément. Ouais. Mais la réalité, c'est que le personnel trainer fait travailler tes fondements techniques et individuels, mais la réalité reste encore le terrain. Et les joueurs sont censés être des artistes. On a de moins en moins d'artistes. C'est vrai. On a de moins en moins d'artistes. Aujourd'hui, les artistes, c'est ceux qui maîtrisent leur art. Anthony Edwards, Devin Booker, qui disent, ouais, j'en ai marre qu'on fasse des prises à 2, des prises à 3 sur moi. Gros. Jojo, on a fait des prises à 3 sur toi. LeBron, on a fait des prises à 3 sur toi. C'est ça, le gars. Gros, c'est ça. Maintenant, toi, t'apportes quel type de solution. C'est ça, tu vois. Et, malheureusement, c'est là où on se perd. C'est là où on se perd. C'est qu'il y a le travail individuel qui est hyper intéressant, hyper important. Mais, comment toi, t'apportes ta personnalité dans tout ça? Mais du coup, t'as des joueurs qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même efficacité. C'est un débat très intéressant. Et là où je te rejoins, c'est vrai que ce qu'on appelle superstar, c'est en train d'évoluer. Avant, c'était juste un mec qui faisait des highlights, des tomards, etc., et voilà. Restons sur franchise. Restons sur franchise player. Ouais, franchise player, ouais. 25 points par match, des actions spectaculaires. Dans les années 2000, t'avais que ça. Hein. Les superstars, ce sont pas les joueurs qui font que t'es une superstar. Hein. C'est les publics qui te rendent superstar. Mais justement, juste dernière question, juste entre parenthèses. Est-ce qu'un Tim Duncan, pour vous, comment lui, on parle d'un joueur qui est pas forcément flamboyant, mais qui était que redouté par tous les joueurs de la ligue. On sait très bien les Dirk Nowitzki, les Kevin Garnett, les Stoudemire, les Chris Webber, etc. Mais qui, en dehors, c'est pas forcément le mec le plus flashy, le mec le plus cool. Mais lui, comment ce côté superstar-là, il est arrivé? Mais parce qu'il est habité de l'ADN de San Antonio. San Antonio, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour cette ville, c'est pas festif, donc il représentait un peu ce côté humble de la chose. La sobriété. Et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, en étant sobre, tu apportes le respect. Tu n'es pas obligé de faire multiple all-star, des statistiques très, 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 très solides, et des titres. Surtout, c'est que quand tu gagnes, ça change tout. Ça change ton statut. Moi, je te le dis, clairement. Pour moi, ça c'est très important ce truc-là. Il faudrait pas qu'on le néglige, surtout qu'on parle de ligue américaine, etc., etc. Si Duncan il était un peu plus cocky, un petit peu plus flashy, on parlerait de lui dans le débat du GOAT. Parce que ça rentre en ligne de compte aussi. Le mec, le charisme qu'il impose et tout. Parce que c'est encore des problèmes. C'est encore, tu vois, ce débat du GOAT. Non, mais c'est le débat du GOAT dans le sens où on le classerait beaucoup plus haut qu'on le classe parce que son côté effacé. Ben, ça enlève un truc. Ça fait pas kiffer. Ben, pour moi, on classe déjà pas mal, hein. Duncan, Tom T, c'est déjà pas mal. Avec des basketteurs. Nous, les basketteurs connus, reconnus, qui apprécient la carrière de la personne. Maintenant, tu mets
Un Chris Weber, tu montres à un gamin de l'époque un Chris Weber et un Jim Duncan, il va kiffer qui? Chris Weber. Mais c'était le cas. Bon, faut voir aussi comment Chris Weber il était servi, hein, avec Jason Williams Non, aussi peut-être, et tout. peut-être, Je te parle même d'un Chris Weber à Golden State. Ouais. Je te parle même d'un Chris Weber à Golden State. Ouais, après, oui, à Quand côté. il face Barkley, les embrouilles qu'il a avec Barkley, Oui, il c'est- est beaucoup plus, il Faut est de la beaucoup personnalité, plus quoi. Voilà, il a de la personne. Après, n'oubliez pas, voilà, c'est du spectacle. C'est des Américains, c'est la NBA. Ouais, mais tu vois, en termes de spectacle, nous, on a tout vu au final. On nous a servi du Vince Carter, du Blake Griffin. Tu vois, on a vu tous les meilleurs dunkers. Et aujourd'hui, tu vas voir des Thomas, tu vas voir un Obi Toppin qui tape un Ryder, tu vas dire ouais, d'accord. Tu vois. Mais pourtant, c'est ça, il le tape en plein match, tu vois. Et il est C'est incroyable. ouf, mais c'est ouf. On a mais été hyper gâtés. Ah. Notre génération a été Mais gâtée trop d'un gâtée. chasse. Ah. trop gâté. Aujourd'hui, le Thomas, c'est lambda. Aujourd'hui, t'as des gamins d'un 75 qui te tapent des Je te Riders. jure, je te jure. C'est banal. C'est banal. Maintenant, par contre, un gars qui va cuisiner et qui va faire son poulet à pas trop points, tu l'as pas vu sortir, fouaf, il lâche. Tiens, Ils J'ai envie veulent de faire, tous reproduire j'ai envie de ça. faire un tour de table là. C'est quoi votre top 3 dunkers de tous les temps, all time? Dunker. All time. Carter, Ouais. Wilkins, Wilkins. Oh, l'ancien. bah, oh. Oh. Et Sean Kemp. Windmill. Mhm. Ouais. Et t'as dit qui? Sean Kemp. Ouais, vas-y, on ouvre à 5 alors, parce que... Ah, il y a mais des- voilà. Vas-y, trois, Vas-y, top 3, parce que là, t'as posé comme... Mou, tu donnes quoi, toi? Ah, Kemp Wilkins. Ouais. Kemp Wilkins obligé. Ah. Et je suis obligé de mettre Jojo. Et Carter. Ouais, non, Mais Vince Carter. Vince Carter, ouais. Ouais, mais arrête. Non, Vince Carter. J'enlève Jojo, je mets Vince Carter. Ah, merci. J'enlève Jojo. Merci. Parce que ce qu'il On a le même, Merci. ouais. ce qu'il a Merci. fait, c'est Ouais, du c'est n'importe trop, quoi. Non, mais Alors, t'as aucun dunker avec une telle élégance, Que quoi, une Vince. telle facilité, Après, telle. ouais, Ça, ouais. c'est tellement... Un oiseau comme Vince. Mais c'est attends, n'importe- je suis curieux de savoir ton top 3. Vince, en deuxième. Vince Carter précise, parce que moi, je suis à côté. Oui, bah, bon, je pense qu'on se doute que t'es pas mon numéro 1 dans mon classement, hein. Vince Carter en 1. Non, mais ça, il va mettre LeBron dans son top 3 dunker. Non, je trouve que LeBron, il dunk beaucoup, pas mal de posters, toujours le mais même. c'est pas le plus élégant. Je trouve que, par exemple, un Jason Richardson, par exemple, je le mettrais dans mon top aussi, parce qu'après, c'est un peu plus ma génération, Ah, mais c'est un donc, peu... pas sur les gens. Ouais, mais je trouvais que ces dunks étaient, moi, je trouve que ces dunks étaient incroyables aussi, Bah, je tu vois. trouve- Moi, Ah, moi, je mettrais Baron Davis devant... laisse-le, toi aussi, je comprends pas. Vas-y, pardon, donc, pardon. Vince premier. Vince premier, juste pour pas dire les Wilkins, etc. Jason Richardson en 2. En 3, Salue ton Richardson effort. était technique, hein. Je salue ton effort sur Richardson. Ouais. Je l'aurais pas placé, mais technique, franchement. Ouais, un des gars, peut-être pas le plus gros, mais c'est un de mes, qui a sorti un de mes dunks préférés, c'est Gerald Green. Gerald Green. Là, il sautait, Parce hein. que, je pense que vous vous souvenez le moulin, le alley-oop, le Mais moulin qui sort. il était tellement oui, facile oui. niveau détente, c'est qu'il était pas assez technique par rapport à sa J'ai facilité. fait plusieurs ralentis pour voir s'il a pas pris appui sur quelqu'un pour arriver à cette Et en plus, je crois qu'en plus, simplicité. en plus, je crois qu'il a un doigt en moins, en plus, hein, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. En plus, c'est totalement dingue. Donc, pourquoi je le mets en 3? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Et il y a un intérieur que j'aimais beaucoup. Non, t'as déjà dit 3. Non, juste entre parenthèses. Non, juste, non, Non, il va piquer, tu vas prendre mon pic, Il va un prendre mon pic. joueur, c'est l'intérieur de Memphis, là. Ah, il est en train de prendre mon pic. Stromae, Oui, Stromae, putain, merde, c'était celui que je voulais sortir. Sorry, mais Donc moi, Vince, forcément. Ouais. Blake toi, Griffin, je suis obligé de le mettre. Ouais. Hein. Je voulais mettre Stromae Swift. Mais, putain, Sean Kemp, Mais- quoi. Sean Kemp, les gars, Mais quoi. franchement, Sean franchement, Kemp. Vince, toi, t'es un hypocrite de première. Non. Tu critiques LeBron parce qu'il la même chose. Mais Stromae, c'était la même chose. Que de la violence. Que de la violence. Oh, si, arrête. Arrêtons ça tout de suite. Arrêtons ça tout de suite. Ça me plaît, ça me plaît. Tu me plais aujourd'hui. Yo, qu'est-ce qui se passe? Non, Je suis obligé. Stromae, il était pas sexy du tout. t'as vu ses wingmills? T'as vu les wingmills qui tapaient C'est ça de que ouf? je te dis, il était pas, que de la violence. LeBron, que de la violence. Vitesse, exécution, que de la violence. Mais toi, là, tu attaques LeBron, mais tu, non, tu sens pas Tu vas me dire que Sean Kemp, il était pas violent, Non, peut-être? Sean Kemp, personne peut le conquérir sur des faces sur les gens. Ça, personne. Aujourd'hui, personne. Face, là.
Jusqu'à aujourd'hui, on monte encore cette Je te jure. Retourne à la bête. Reviens, on va la Betclic. Mais tu mettras ça en off. Non, t'inquiète pas. Bon, les gars. Débat très animé. On aime bien les petites digressions. Ah, comme fallait ça, faire là, monter la sauce un peu, là. Non, mais c'est intéressant. Bon, les gars, là, on est passé des finales NBA. Maintenant, on doit passer au final de Betclic. Ouais, là, on va. Enfin, un sujet intéressant. On a l'affiche. On sait que ce sera Paris contre Monaco. Bon. Mais justement, attendez, avant juste de parler de Paris-Monaco, faut revenir sur Monaco, Lasvel. Le Game 4. Exactement. Je pense qu'on a tous vu le match, on a tous vu ce qui s'est passé. Game 4, à Monaco. Monaco privé de Mike James. Daniel Theis. Monaco qui était mené de 20 points. Ils ont mis un 20-0 ouais, il était à 15, entre moins le 15, troisième et le quatrième carton. C'était à moins 15. Et justement, à partir du dernier carton, Lasvel n'a pas mis un seul point. Il y a eu un 20-0 incroyable pour terminer la série. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Moi, je pense que c'est significatif de la défaillance morale de Lasvel. Voilà, bon, ils ont eu des matchs, ils ont lâché des matchs, beaucoup de matchs comme ça en Euroleague cette année où ils avaient beaucoup d'avance et voilà, et où ils lâchent le match. Alors faut qu'on parle des joueurs aussi, faut qu'on parle de Nando De Colo qui pète les plombs de plus en plus parce qu'il a le capot qui fume et qu'il est trop utilisé. Exactement, là je parle et à un moment de la frustration du grand joueur sort. C'est ça, c'est qu'il supporte pas être en difficulté et de pas avoir les coups de sifflet qu'il avait avant. Et ça le frustre énormément et puis il fend les plombs, quoi, tu vois, il fend un câble. Et donc ça, oui, ils ont quand même renforcé l'équipe cette année. Ils ont fait un gros coup en récupérant Malédon et tout ça. Ça a changé quand même la donne. Ils ont perdu NDI aussi. Ça a été un tournant de la saison. Qui s'est fait le Mbaye NDI, non, NDI Mbaye, je sais plus. Mbaye NDI, Mbaye, exactement, big up, qui s'est fait les croisés. Lui, c'était vraiment un peu sur la verticalité en poste 4. C'était un plaisir. Lasvel avait entamé un bon début de saison d'Euroleague en sa présence. Après, ils ont dû combler sa verticalité, sa présence au rebond et aussi sa réactivité defense offense parce qu'il va très très vite et ça devient vite compliqué. Après, Lasvel, c'est lisible, hein. Quand tu joues avec Neil Sacco et Lovern, tu sais qu'on va chercher du Ailo à tout va. C'est Paris Lee qui pète un peu les plombs, qui est vraiment pas maîtrisé. On voit Poupée qui s'énerve sur lui à plusieurs reprises. Tu vois, l'équipe était intéressante, mais je pense que il manquait un truc où il y avait trop de trucs. Il manque une cohésion d'ensemble parce que t'as l'impression que c'est une somme d'individualité au final et pas une équipe. T'as trop de joueurs d'oxy, quoi. C'est une maison de retraite, Lasvel, quoi. Quand t'as l'Auvergne, quand t'as l'Auvergne, Nando De Colo, David Lighty, Dieu sait que j'adore ce joueur. C'est vrai. Très élégant. Ouais. Derrière, tu rajoutes Charles Cahudi qui est pas tout jeune non plus. Il joue pas. Ouais. Il joue pas. Donc mais bon, il est quand même salarié. Ça fait du monde, quoi. Ça fait déjà 4 joueurs dans ta rotation. Alors d'accord, ça fait un tiers de l'équipe au final parce que t'as 12 joueurs ou 15 joueurs peut-être. Ouais. Mais voilà, bon, ils régénèrent mais pas assez vite, quoi. Ils ont pris Neil Sacco. Là, j'espère qu'ils vont avoir Vautier comme point de fixation et pour construire autour de lui. Mais ça veut dire que tu perds Neil. Mais il perd pas Malédon, déjà? Bah non, ils ont joué ensemble en plus, Neil et Vautier. Ouais, mais pas en même temps. Mais justement, je veux juste revenir un peu sur le dernier carton plus en détail. On a 4 minutes 45. Il y a 86-71 pour Lasvel. À ce moment-là, je pense que tout le monde voit ce match et même, je pense qu'en plus la billetterie de Lasvel. Non mais je l'avais pas annoncé. J'ai annoncé que la billetterie avait communiqué sur le game. Avait communiqué pour le game 5 justement. Oui. C'est ça qui est dingue. Ça rappelle un peu à Miami San Antonio où tu sais quand tu ramènes le trophée juste avant, ils avaient déjà communiqué parce que personne ne voyait Monaco revenir. Et au final, Monaco revient. Et je l'avais annoncé. On finit par un 91-86, ça veut dire que Lasvel n'a pas mis un seul point sur les 5 dernières minutes. Ça, c'est une dinguerie. Lasvel aussi parle beaucoup du corps arbitral. Mais pourquoi? Alors c'est simple, je vais t'expliquer. Quand t'as 5 agresseurs, l'arbitre il sifflera pas. Tu joues contre 5 agresseurs. Faut te défendre. L'arbitre ne sifflera pas. Si les 5 défendent dur, l'arbitre ne sifflera pas. Pourquoi Poupée ne parle pas? Parce qu'il sait très bien que ces joueurs ont fait une faute professionnelle à vouloir se cacher sur les coups de sifflet. Gros, t'es devant. Continue à remettre en place ton jeu. Alimente en bas, pile en bas. Il faisait un travail.
Le projet, il a sauté pendant 5 minutes. Et encore, Spanoulis a été gentil, hein. Parce qu'un Mathieu Strazel qui fait un gros match, il le laisse super longtemps sur le banc. Il le laisse super longtemps sur le banc. Beaucoup de joueurs sont restés sur le banc. Et derrière, quand il fait monter les... Voilà, à partir du moment où tu montes au score, tu montes au score. Mais gros, c'est normal que ça paye. C'est normal que ça paye. Donc, vraiment, faute professionnelle à l'Asvel, qui a, au lieu de continuer à jouer, a voulu créer des exploits individuels ou chercher à obtenir la faute. Ben voilà, à faire ça, tu prends les pieds dans le tapis. Et résultat, l'Asvel, qui aurait pu faire un coup en éliminant Monaco, s'est fait un propre croche-pied. Honnêtement, on a fait le tour de table dans l'émission, la dernière émission, personne n'y croyait. On savait, on avait tous dit que Monaco allait terminer le boulot et puis pour avoir. Mais pas comme ça, en fait. Pas comme ça. En fait, pas comme ça. Moi, je suis pas surpris parce que, comme je l'ai dit, il y a des défaillances comme ça à l'Asvel. Ils nous ont habitués en Euroleague. Et là, c'était face à Monaco, une équipe d'Euroleague, quoi. Donc forcément, ils pouvaient se faire remonter. Si l'Asvel avait rencontré Bourg-en-Bresse en demi-finale, ça serait passé autrement. Là, ils ont eu leur chance. Ouais, c'est sûr. Après, c'est là où je veux en venir. Maintenant qu'on a fait le tour de terrain par rapport à cette demi-finale, maintenant on arrive dans la finale LNB. Je pense que la finale que beaucoup de gens attendaient. Excuse-moi, mais je m'en veux vraiment pas. Mais je veux juste revenir quand même sur la situation monégasque. Il y a pas de souci. Quand tu vois tout ce qui se passe autour, tu te dis merde, comment regarde, la situation monégasque et lyonnaise est similaire. On a des équipes malades pour multiples raisons, malades parce que des joueurs ne sont pas payés, malades parce qu'aujourd'hui ces deux instances sont instables. Ouais. Donc t'as une finale plus ou moins bafouée. En plus t'as Monaco qui sort d'un final fort éreinté. Et les joueurs sont pas payés en plus. Ils sont pas payés. Trauma parce qu'ils espéraient que quand t'arrives à ce stade de la compétition, tu joues pour une seule chose. Et vu le match aussi, oui, voilà. ils auraient pu. Tu vois, ils finissent vice-champion d'Europe, c'est une belle chose. Mais voilà, ça a été très 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 compliqué pour eux. Le retour à la réalité devient très très compliqué. Et cette finale Paris-Monaco va être le COP Parisis, ils vont se régaler au lancer franc à dire il est pas payé. Je peux dire, je les connais les Parisiens. J'ai fait une émission avec Squeak en inside dans les tribunes. Ce sont des vrais gamins. Big up à eux d'ailleurs. Big up à vous les gars. Franchement, ils travaillent le chambrage. Tu vois, ils le préparent. Il y a une préparation. J'ai peur pour cette finale. T'en as qui vont jouer à tout prix. Monaco jouera à tout prix, mais ils jouent pas avec toutes leurs armes. Et c'est peut-être la meilleure version de Monaco, mine de rien. Parce que, on va voir. Et là, là, ils vont devoir puiser dans ils vont devoir puiser dans leurs ressources, là. Après, il y a mais Spanoulis, aussi... le problème, c'est que Spanoulis, il sait pas comment pianoter parce que, en fonction des états d'âme par rapport à la situation du club, des retards de paiement et tout ça, il sait pas qui aligner quand, parce que, en fait, tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté. Ils ont fait une grève, hein. Ils ont fait une grève. On l'a raconté, ouais. Ils ont fait une grève et on les a mis à l'amende. Ouais, mais 5 000 €, j'ai dit. 5 000 €, c'est rien pour eux. On les a mis à l'amende. C'est juste dire, on vous paye pas et en plus on vous met une amende. Donc revenez sur le terrain. C'est un coup de pression. C'est vraiment un coup de pression. Je te jure, les 5 000 €, ils vont même pas les retirer. Tu vois? Voilà. Et en plus, on arrive avec, on en parlait aussi dans les émissions. On disait que il y a pas de Mac James, donc on sait que maintenant Mac James ne jouera pas les finales. Hein. On va c'est officiel, il joue pas les finales. Il ne joue pas les finales. C'est ce qui est une dinguerie. Ouais. Et on sait qu'Adani Tace, on sait qu'il est sur le retour. Pourquoi il joue pas les finales? Mais si tu as des infos, pourquoi il joue pas les finales? Pourquoi il ne joue pas les finales? Parce que là, c'est moi ce que je déteste en fait dans tous ces médias où le club qui porte pas ses coronets, c'est qu'il communique uniquement que sur un fait d'armes. Ils communiquent uniquement aujourd'hui sur un fait d'armes. On peut dire que ce sont des sportifs. Ils vivent de leur activité préférée. À la fin de la fin, ce sont des employés. T'es un employé. Ton salaire est en retard. Plus tu gagnes, plus t'investis. Qui te dit que t'as pas fait des investissements? On n'est pas carré sur l'engagement, le contrat. Mais pourquoi toi tu vas être carré? Ok. Vas-y, je vais m'aérer la tête parce que ça m'énerve. Je suis pas payé. Je sors, je bois. Certes, je me suis embrouillé avec les flics et ça, il a ses torts. Il s'est embrouillé avec la police monégasque. Mike James, je parle de mais en fin de compte, tout ça, le début de l'histoire, c'est le fait que les joueurs ne soient pas payés. Le fait est que les joueurs ne soient pas payés. Donc oui, les fans de basket, ce sont des sportifs. Je vous en veux pas parce que je peux comprendre votre point de vue.
mais ce sont des salariés avant d'être des sportifs. Et dans le cas de Mike James, il y a le syndicat européen des joueurs qui est intervenu justement pour expliquer aussi, pour expliquer à Monaco aussi, leur rappeler déjà le règlement, leurs obligations contractuelles. Exactement. Et donc du coup, enfin voilà, là, c'est un feuilleton là. C'est un feuilleton parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Que Mike James coûte cher. C'est le joueur le plus payé de l'histoire en France. Hein. Et que si ils se permettent de pas le faire jouer, de le mettre à pied, ils l'ont pas mis à pied. Hein. Ils ne pas le faire jouer, c'est pour préserver l'équipe peut-être. Pour préserver l'équipe et pas se brûler. Du genre, s'ils le mettent à pied, la situation est irréversible. Il va vouloir aller au prud'homme et partir en ayant son argent. Maintenant, si le c'est peut-être un peu plus simple à Monaco de s'arranger. Écoute, voilà, on t'a suspendu parce qu'en termes d'image, c'est complexe, et on te garde encore pour ton dernière année de contrat. Parce que sinon, tu dois sortir sans année de contrat, tu vois. Et en termes d'avocats, ils regardent s'ils peuvent faire quelque chose en sous-marin, si on peut le licencier pour faute grave ou faute lourde. Et justement, là, t'as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Je laisserai la parole juste après avec ça. T'as dit Monaco est peut-être la meilleure version d'elle-même sans Mike James. Ah oui. Oui, pour la Betclic, je pense que Monaco est la meilleure version de l'AS Monaco sans Mike James. Donc, est-ce que tu penses que justement Monaco est plus dangereux dans cette situation-là actuelle en ce moment? C'est peut-être la meilleure version, ouais. Après, attention les gars, moi j'ai envie de mettre du love sur mes Parisiens. On va venir sur Paris. T'inquiète pas, on va venir sur Paris. Mais je parle vraiment de la situation qui commence quand même sur la suspension de Mike James, qui commence même sur la grève des joueurs, pour qu'on comprenne tout ça. Rien n'est fait au hasard. Et forcément, ça a un impact sur le côté sportif de la chose. Et surtout quand... Toi, si t'es pas payé, est-ce que tu vas au boulot avec le même état d'esprit? C'est clair. Ah non, mais c'est clair. Est-ce que toi, excusez-moi, l'ouvrier lambda qui travaille chez Renault, il est pas payé? Est-ce qu'il va essayer de confectionner est-ce qu'il va serrer les boulons de la même manière que s'il était payé? Ah, c'est sûr que non. Donc, qu'on arrête. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais bon, ils sont payés des fortunes, ça. Attends, faut voir le niveau d'exigence pour arriver. Le niveau de sacrifice qu'ils ont fait. Exactement. Faites les mêmes sacrifices pendant la jeunesse. Pour voir déjà si leur corps, le corps, parce que déjà, faut que le corps, il tienne. Alors, bien d'accord, ils sont soignés et tout ça, mais... Et la carrière d'un joueur est moins longue qu'un employé lambda. Bien sûr. Non, mais de toute façon, le club a des obligations contractuelles. Tu dois me payer. À partir du moment où il y a une entorse à tes obligations contractuelles. Ah, vas-y, s'il y a plus de mais c'est pour ça que je te dis qu'ils le suspendent, mais ils ont pas suspendu son salaire. Ah, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais... son salaire est suspendu depuis un moment, quoi. Oui. Au final, son salaire, en fait, qu'il soit pas payé, est suspendu depuis un moment, en effet. Mais là où ça en dit long, c'est que, effectivement, comme Angelo l'avait suggéré la dernière fois, c'est que ça libérait des espaces et ça libérait des joueurs qui se disaient, bon, je vais avoir plus de tickets shoot, je vais avoir plus de possession, je vais pouvoir, moi, avoir des stars. C'est quand même un peu le flou artistique, quand même, hein. Le passing game est un peu plus présent. Tu vois quand même qu'il y a une sorte d'osmose et de solidarité quand tu vois la remontée qu'ils font, tu sais, même si quand ça marche, c'est super, et on se dit pas que ça puisse marcher tout le temps, mais tu vois que quelque part, même des comment ça s'appelle, j'allais dire Isaiah Cordier, pas Isaiah Cordier, mais Pet Corneli, ils rentrent, ils apportent, tu vois, Jordan Lloyd qui est au fond du trou, qui plonge sur un ballon et qui ça travaille, Papa Yanis qui vient quand même, qui fait son boulot, parce que c'est pas facile pour ces gars-là. Montañas, Fantôme, il est porté disparu, lui. Il est pas, c'est celui qui est le moins, enfin, qui est le plus impacté par les retards de salaire. Oui, clairement, il joue pas et il est pas payé. Mais, ça. Tu vois, les autres jouent, mais ils sont pas payés. Mais ils le font pas jouer justement parce qu'ils connaissent ses états d'âme et que, ils savent que c'est compliqué et donc voilà, c'est pour ça, c'est à tenir en compte, tu vois. Et le coach, il sait pas comment pianoter, du coup, en fonction il peut pas. C'est compliqué, parce que lui-même, c'est pas lui qui paye pas les joueurs, c'est pas de sa faute. Il a un plan de jeu, il doit se faire sur la vérité du jour, en fait. Il va voir comment le joueur va être sur le terrain sur le jour J. Parce que tu vas le voir à l'entraînement, tu vas dire, t'es prêt à jouer? Il va te dire, ouais. Mais la vérité sur le jour J, voilà. Enfin, voilà. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre présent, quoi. On sait pas encore. Question que je pose là, justement, pour les finales. Quelles sont les clés de cette série? Que ce soit du côté de Paris et du côté de Monaco. Moi, en tout cas, les clés pour Monaco, c'est de ralentir Paris. Clairement. Si c'est possible. Si c'est possible, de ralentir Paris, pilonner en bas.
Parce que À l'intérieur, Parce que Cavalière, ça suffira pas. Léopold Cavalière, Yantanel et Déjà, ils font jouer 5 Cavalières alors que c'est plutôt un 4 à la base. Mais Ouais, c'est quatrième pourquoi c'est pour privilégier leur jeu offensif. Banjassi qui peut c'est des gars qui peuvent rendre service. Donc voilà. Mais à côté de Antonin ça, aussi. Yantanel et il y a celui-là qui était à Saint-Quentin l'année dernière. De Soyovo. Dosoyovo, tu vois. En altitude, ça peut être compliqué, mais au sol, ça peut réduire les impacts D'accord. pour pouvoir se projeter rapidement devant. Faut rappeler aussi que Paris, comme c'est intéressant le début de ton analyse, t'as dit que les deux équipes se ressemblaient et avaient les mêmes mots. Bah, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Paris qui partent aussi. Ouais, bien sûr. Là, c'est acté. Nadir Ifi Oui, s'en mais va. je pense que C'est acté. TJ Short s'en va. Mais ils veulent finir Ward en s'en beauté. va. Je pense qu'ils veulent finir en là, beauté c'est le parce qu'il y a baron une d'honneur, là. cohésion. Il y a une cohésion Dans cette équipe. dans cette équipe. C'est ça en fait leur force. Alors déjà, je parlais de somme d'individualité à l'Asvel. Là, t'as une véritable cohésion d'équipe et t'as les rôles sont clairement définis. L'organigramme est clair. Et très clair. Et t'as plein de role players comme Malcolm, comme Yantonen, Mandolo. tout ça et tout ça. C'est ça qu'il y a. Paris, ils font des choix de recrutement. Ils cherchent le meilleur rapport qualité-prix, mais la meilleure intelligence de jeu aussi. Ouais. Alors c'est pas des joueurs qui sont individuellement les meilleurs, hein, c'est pas le haut du panier, mais par contre collectivement c'est des joueurs qui sont plus prédisposés à rentrer dans une cohésion d'ensemble, Et dans après, une cohésion collective. Ils ont gagné 2 ans de cohésion en faisant venir 6 joueurs et le coach. Ouais. Revenons à l'initial. Ouais. Tu viens tu signes Tuamos Lissalo et tu viens avec 6 joueurs, et ben les autres joueurs qui vont arriver vont devoir s'intégrer. Même si t'es sur place, c'est toi qui vas t'intégrer. Et tu gagnes un an de cohésion. Justement, moi, je parlais surtout de TJ Short, parce que ça fait un moment que Paris n'a pas joué, parce qu'ils ont gagné beaucoup plus rapidement que Monaco leur demi-finale. Les 2 derniers matchs de TJ Short, c'était des matchs quasiment, on a fait la performance légendaire de TJ Short dans le game 2, je crois, si je me trompe pas, Ouais. avec une éval à 43 points Ouais. en 22 minutes. Ouais. On sait que c'est exceptionnel. Est-ce que vous pensez que Monaco pourra ralentir, aura les armes pour ralentir un TJ Short de ce niveau-là? MVP. Après, tu vois, tactiquement parlant et basketement parlant, le coach va pas se dire qu'il faut qu'on ralentisse TJ Short. Il va se dire qu'il va falloir qu'on ralentisse l'équipe. TJ Short, on va faire les efforts pour essayer de réduire son efficacité, mais le stopper, Tu peux pas. jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne. Même avec un lasso, t'arrives pas à le choper. Voilà, tu vois. Mais ralentir les autres, miser un peu sur, c'est le métronome, TJ. C'est le métronome. C'est quand il arrive à mettre tout le monde en place, c'est juste injouable. Quand leur jeu s'installe, c'est injouable. Mais si t'arrives à faire ce que le Fener a fait contre eux, c'est-à-dire switcher énormément, être dur dans les impacts défensifs, comme Monaco peut le faire, ça peut être intéressant. Ouais, mais est-ce que Monaco va être à ce niveau-là avec les problèmes qu'ils traversent? C'est des questions, et c'est pour ça que je dis qu'on Mais, aura vite une vérité sur ce game 1. C'est Aujourd'hui, game Mais 1, les gars, game là, 2 que la finale se joue de toute façon. voilà. Hein. C'est déjà celui qui remporte le premier match. Monaco a pour objectif d'en prendre un. Voilà, qu'on se Ouais, dise sur les clairement deux. choses. Mais A pour objectif ouais. d'en prendre un. Enfin, faut que Paris ils prennent les 2 premiers. Hein. Les Et gars, c'est après que ils sont tranquilles. Mais En fait, elle est beaucoup plus hypante que ce qu'on imagine, cette finale. En fait. Non, mais c'est les Non, deux, c'est les deux équipes qu'on voulait voir en finale cette Ouais. année. On va pas se mentir, c'est les 2 équipes qu'on voulait voir en finale. Ce sont deux équipes, on a vu lors de chaque confrontation, il y a eu quelque chose. Maintenant, on a d'un côté Monaco aussi, on n'en parlait pas beaucoup, mais un Elie Okobo qui a été bon dans cette demi-finale, un Strassel qui a été bon, un Mamadou Jaité qui a été bon aussi. On sait aussi avec Alpha Diallo aussi qui est très Pour moi, qui est le MVP de Monaco, hein. Alpha Diallo? Oui, oui, moi, je suis d'accord. Le joueur est magnifique. Le joueur est magnifique. Justement, c'est pour ça que je voulais quand même mettre un mot sur lui quand même parce qu'il va être on sait très bien qu'une finale, si lui il joue bien et qu'il arrive aussi avec ses apports offensifs aussi défensifs, parce qu'on sait que c'est le meilleur défenseur de l'année. va falloir lui mettre des béquilles, ouais. Hein, pour le calmer un peu. Ah oui, clairement, il est mais dangereux. les match-ups sont intéressants. hein. Les match-ups sont intéressants. Parce que et- Et du coup, vous voyez qui, vous? De quoi? MVP de Monaco? Non, mais vous voyez qui remporter Ouais, j'aimerais Paris, mais voilà, on connaît l'histoire de oui, puis d'amour que t'as avec eux. c'est tatoué en plus. Hein, Ah, tu l'as tatoué, ouais. ouais. Ok. Mais, T'as tatoué la Ligue des Champions aussi? Non, mais enfin Charlotte Asimondo. Hein. Charlotte du monde. mais voilà, ouais, non, j'aimerais Paris. Moi, ça me fait chier. Moi, je te dis clairement, ça me fait chier parce que j'ai mon petit à Monaco qui
qui devient un joueur connu et reconnu. Strazel, que j'ai vu grandir. Big up à Marne-la-Vallée, big up à toute la famille Onaingo. Ce petit-là, voilà, j'ai un profond respect pour lui parce que il était pas forcément talentueux, mais il a travaillé. Il a travaillé et ça paye. Et à côté, Paris que j'ai accompagné quand le club a grandi, que j'ai suivi de près, et ça me fait chier. Mais franchement, voilà quoi. Si Paris gagne, je serais en kiff parce que ça va faire chier la France. Parce qu'il faut savoir que les gens ne sont pas fans de Paris Basket. Ah ouais, bah ouais, les Gaulois là, de Limoges là, ils vont gueuler. La France si Paris gagne. Okay. Ils sont pas prêts, donc voilà, tu vois, ils sont pas prêts. Mais je serais prêt avec mon clavier pour foutre la merde sur les réseaux sociaux. T'as du temps à perdre, toi. Exactement. T'étais sur X, tu charries les Limougeaux sur X, non? Non, sur Facebook, ils sont tous là, les has-beens. Ouais, c'est vrai, on est vraiment, alors on est vraiment un championnat de vieille charrue quand même, le basket français, j'en parlais la dernière fois. J'ai dit, il y a 3-4 clubs qui jouent le jeu en termes de communication et qui donnent envie de regarder ce qu'ils font. Après le reste, ils veulent pas faire des efforts. Non, mais j'ai l'impression que c'est la pub Leclerc. La France a du talent. Mais c'est exactement ça. En tout cas, moi, comme je tiens, que Paris gagne, ce sera incroyable. Après, on parle comme d'une équipe qui est là pour la 4e fois consécutive. C'est quand même dingue d'entendre parler de ça, mais ça fait 4 finales consécutives pour Monaco aujourd'hui. Et Léo Kobo qui va peut-être prendre sa 4e finale aussi consécutive, parce qu'on sait qu'il avait gagné une fois avec Lasvel et du coup 2 avec Monaco. Mais t'as plus fort que Léo Kobo, ce terme de titre. Mathieu Strazel? Bah oui, Mathieu Strazel. C'est ça que je dis aussi. C'est qu'on a quand même une équipe de Monaco qui est quand même très expérimentée, qui a quand même pas mal de titres. Je vois comme je dis, Monaco, ça joue aussi très bien sans Mac James aussi. Avoir aussi le retour d'un Tays aussi qui peut aussi changer aussi pas mal de choses, qui peut apporter aussi une dimension aussi beaucoup plus physique et côté expérimenté. Donc je pense que Monaco prendra quand même cette finale. En tout cas, je pense que Monaco prendra cette finale. Game 4 ou Game 5. En fait, je pense que Paris, il va falloir qu'ils ouvrent leur rotation aussi, qu'ils sortent le Kratzer au bout d'un moment pour faire des fautes bien sales. Parce que Kratzer, ça fait un moment qu'on l'a pas sorti, on l'a pas sorti. Ouais. C'est clair. Mais non, ça va être rapidement compliqué, pour finir, moi je vous dis Paris parce que Paris, bon même si j'ai une casquette Monaco. C'est le cœur donc qui Paris pensait à envoyer des casquettes. Paris parce que Paris a rendez-vous avec l'histoire. Là. Les mecs partent, c'est le baroud d'honneur. Aussi, ouais. Ça Monaco, sera tellement beau. Ils en ont fait beaucoup. Ils payent pas leurs joueurs, donc il faut les rendez l'argent. Les Russes rendez l'argent. Vous payez pas les mecs et en plus vous voulez gagner le titre. Non, ça va être un baroud d'honneur pour Elio Kobo. Si tout doit se faire dans ce qui doit être fait, Elio Kobo devrait voir un championnat beaucoup plus intéressant pour lui. Donc tiens, parlons-en là, t'en parlais tout à l'heure en off là. Justement, il devait signer à l'EFS Istanbul, non? Justement, passons. Alors l'autre rubrique, c'est fini pour les finales. Passons aux news. Justement, dans les news, il y a les news, les rumeurs, les bruits de culture. Il y a des jingles et tout là, franchement, il y a du Tosma. Hein. Ouais, t'as eu la programmation. Du coup, tu sais très bien ça. De toute façon, c'est entre... C'est quand c'est dans la même famille qu'on s'arrange dans les business, tu vois. Tu regardes pas de l'autre côté. Donc, normalement, avant qu'il y ait tout ça, on annonçait un Elio Kobo partant. Okay. D'où la transverse avec Nadir Efi que Monaco a approché. Et maintenant, c'est quid de la situation de Mike James. C'est tout ça qui peut redistribuer les cartes. Mais voilà. Donc, Eli devrait voir ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'il a fait le tour. Lui aussi, il a compris que c'était complexe. Et il y a pas mal de choses qui se sont jouées aussi l'année dernière lors du titre de Monaco. Des joueurs qui étaient en fin de contrat, à qui on a fait des propositions longtemps après. Donc, vous voyez toute cette histoire de contrat, tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce fruit-là a pourri. Ce fruit-là a pourri. Donc, on a TJ qui a annoncé au Pana, le coach s'est bien vanté de l'annoncer. Mathias Le Sort, qu'il a vu entre guillemets, quand vous regardiez un peu l'Euroleague, on lui a fait son top joueur avec qui il aimerait jouer et qui il annonce avec un gros sourire TJ Short. Il est tellement rapide. T'as déjà vu une course comme ça? Non, et à plusieurs reprises. Il est facile en plus quand il court. Il est facile. Clairement, TJ Short. Tyson Ward, qui est annoncé du côté de la Grèce, mais chez le club rival de l'Olympiakos. Ouais. Ensuite, t'as qui d'autre? T'as Yann Tunnel, qui a signé au Fener lors de la période, lors du match entre Paris et Fener. Non, on abuse. Après,
Comme quoi, vous voyez, le basket, c'est comment traître, hein. Même si tu sais que t'as signé, ça peut t'impacter, même si t'avais la meilleure volonté du monde de vouloir bien finir avec ton club, et voilà. Et le pauvre, il a pris cher sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a quoi d'autre? Colin Malcolm, Colin Malcolm, pour l'instant, rien. Ils lui ont fait peut-être une offre pour qu'il reste à Paris. Le seul qui resterait à Paris, et franchement, chapeau, parce que lui, j'ai cru qu'il allait avoir une carrière à la Gauthier Denis cette année. C'est le shooter. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom. Bah, il joue tellement peu que moi aussi j'ai oublié. Bref, tu le mettras en image sur mes propos. Qui en deuxième partie de championnat, à partir de janvier, il a commencé à jouer, à être titulaire dans le starting five de l'Euroleague. Et on parle de Herrera. Sébastien Herrera, qui Paris lui a fait une offre pour qu'il reste. D'accord. Et franchement, c'est une très bonne chose. C'est un kicker, comme au football américain, tu le sors juste pour planter des tirs. Un coéquipier modèle. Mais là, tu mets le doigt sur un truc important, là. T'as vu les départs? Ouais. Qui a cette année, ouais. À Paris, là. Elle va ressembler à quoi, l'année prochaine, l'équipe? Et ils ont annoncé quelques joueurs qui se sont approchés, Alan Dokossi, qui était à Dijon l'année dernière, et qui est dans le profil du stretch four, capable de prendre beaucoup de rebonds. Tu fais jouer stretch four, toi? Ouais. Tu veux pas swingman? 2-3? Non, stretch four, Alan, dans stretch four. Bon, il y a de la taille, c'est ça? Ouais, c'est ça, est capable de se projeter rapidement devant et finir haut. Un Belge, Matisse, un prospect, gros prospect qui était, je ne sais plus, en Espagne, qui va récupérer et qui est hyper intéressant. J'ai encore pas son nom, je suis désolé. Et, moi, c'est... Un Français, non, un Belge? Un Belge. Et, ce nom-là, si le signe là, on va avoir un vrai pétard ambulant. Carson Edwards. Meilleur 5 Euroleague. Ouais. Et si ce n'est pas meilleur marqueur de l'Euroleague cette année derrière Chris Nunn, attention. Le Bavarois la dernière, c'était quelque chose. Il paye pas de mille. Avec tanké comme un footballeur américain. Des mollets en acier. Mais gros, il a un bras. Et il est efficace. Et il cavale. Il fait les efforts. Et défensivement parlant, il est ready. Donc, si Carson Edwards, il vient, là, on a 20 points garantis minimum. Okay. Il travaille pour garder Maodolo. Qu'est-ce qui manquerait, toi, selon toi, là, tu renforcerais où? Je renforcerais en bas. Un Yves Ponce, ça pourrait être une bonne option ou pas? Parce que là, Paris, ils cherchent que des joueurs comme ça, que des joueurs, des bons coups à faire sur le marché. Ça réfléchit que comme ça. Ça scout. J'ai oublié Kevarius. Oui. Kevarius qui remplacera Mam Jaité à Monaco. Oui. Parce qu'ici, ils prennent Ifi et Kevarius Hayes. Donc, tu vois, à Ponce, c'est plus ça. Il s'écarte plus du cercle maintenant. Il s'écarte du cercle. Je suis allé le voir jouer en Espagne, là, le mois dernier. Il plante à 3 points. Il fait que du 3 points, alors qu'avant, c'était un gars qui courait, qui sautait. On se rappelle qu'il a gagné le concours de ce match, All-Star français, les pieds nus. Le millénial, le smash, quoi, sérieux. On dirait que tu commentes avec Patrick Pantel sur France Télévisions. Le concours de Thomas. C'est-à-dire, on fait pas de volley, frère. C'est bon. Le concours de Thomas. Il prend sa revanche. Bah ouais, attends, t'es obligé. C'est pas grave. Smash. J'ai un bastos tout à l'heure. Donc, news, Mills. Alors, l'équipe de France féminine, justement, il y a l'Eurobasket qui va démarrer la semaine prochaine. Ça aussi, ça me fait rire. L'hypocrisie du moment, ça me fait rire. Mais vas-y, continue. Justement, parce que on en avait parlé, parce que maintenant, on sait que les compétitions sont diffusées en clair maintenant sur TMC, sur la chaîne TF1. Avec une équipe qui sera quand même remaniée par rapport à l'équipe qu'on avait justement pour les Jeux Olympiques. On sait que la WNBA a comme un gros impact et malheureusement il y a des joueuses qui ont décidé de rester en WNBA. On peut le comprendre. Chacun ses raisons, etc. On sait que c'est pas forcément très très apprécié aussi par la Fédé, mais on part comme avec une équipe qui est assez compétitive, qui font partie comme des favorites et qui cherche encore cet Eurobasket qu'ils n'ont plus gagné depuis 2009 en fait. Ouais. Mais tu saches que déjà une compétition européenne est toujours beaucoup plus dure qu'une Coupe du Monde. Oui. Même si le niveau, enfin en garçon c'est dense, le niveau européen en filles a vraiment chuté. Ouais. Au final t'as que la Belgique puisque l'Espagne a vraiment chuté aussi. C'est ça. Et au final t'as que la Belgique qu'on a lavé sur un premier match
à huis clos et qu'on a perdu le lendemain. Alors déjà, à la télé. pourquoi tu mets 24 heures entre les deux matchs? Pourquoi tu mets pas 48 heures? Et en plus, tu joues contre l'équipe et tu te fais laver sur un match enfin, tu perds, tu te fais pas laver, mais tu perds sur un match Diffusé. à 50 points, diffusé, mais 50 points, c'était cramé de la veille. Et voilà. Après, je pense que pour l'effectif qu'on va avoir, là, la grosse absence, elle n'est pas forcément en WNBA par rapport à ce qui était prévu. C'est la blessure de Marine Fautou à la main. Oui. Et C'est c'est Bernès qui va prendre la main, mais ça aurait dû être la backup. Donc ça va être, je pense, fragile sur la main. Après, la bonne nouvelle, c'est alors j'ai oublié son prénom, mais c'est Salone qui Janelle. ouais, c'est ça, Janelle Salone qui prend ses libertés, pour l'Euro là, qui a dit, même s'il est rookie en WNBA, qui revient quand même en équipe de France pour l'Eurobasket. Donc ça, c'est louable, totalement. En plus, elle est zigfi, hein. Elle peut défendre sur, je pense que si, franchement, j'aimerais bien voir une opposition à l'entraînement Gabby Williams contre Janelle Salone, là, vraiment pour voir comment elle se crêpe le chignon, quoi, tu vois. Ça doit être pas mal. Et ça peut être pas mal. Et franchement, big respect aussi à Eliana Rupert qui, elle a dit clairement, moi, c'est pas la WNBA, c'est l'équipe de France d'abord. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc tu vois, on voyait un peu l'état d'esprit quand même chez les filles. Elles ont beaucoup à nous apprendre aussi sur des valeurs, sur. Après ça, c'est toi avec ton contrat. Après, déjà d'une, elles ont pas toutes le même contrat en WNBA. Il y en a d'autres, si elles partent en cours de saison, elles peuvent pas revenir. Ouais, je pense qu'elle peut revenir justement. Elle peut revenir. Il y a tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte. Moi, à un moment. En effet, on représente le drapeau, mais tout a ses limites. Tout a ses limites. La carrière d'une femme est beaucoup plus courte que la carrière d'un homme. Si t'as l'occasion de pouvoir emmagasiner 2 contrats, c'est toujours du plus pour ton avenir, c'est toujours du plus pour ça. Donc, toutes ces filles-là qui font le double championnat, qui le font pour la WNBA, mais en plus, elles ont une deuxième source de financement, c'est super intéressant pour eux, et il faut tenir compte. Moi, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on leur tire à boulet dessus, sans connaître les conditions. Elles sont parties en WNBA. Ok, c'est une ligue privée. C'est un problème qu'il y a à l'ensemble du monde parce qu'on a affaire à une ligue privée. Mais, encore une fois, c'est pas en arrivant 1 mois, 2 mois avant qu'il faut crier au scandale. On le sait pratiquement toutes. Elles ont toutes fait des sacrifices pour le JO. C'est vrai. On le sait. Il y en a d'autres qui ont eu des menaces pendant les qualifications européennes avant. Vous pensez vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé, elles allaient dire, OK, là, pour une 3e année, je vais accepter de faire l'impasse. Je vais pas dire de sacrifice, mais de faire l'impasse. Non. C'était anticipable. Non, mais c'est normal. Puis ça va pas durer longtemps de toute façon parce que la FIBA va déplacer les compétitions internationales au mois de janvier, comme à l'instar de ce que fait le handball. Merci. Et donc il va y avoir une harmonisation des calendriers. Et bon, après c'est les ligues domestiques qui vont devoir s'adapter le plus. Et c'est juste une histoire de. On parle encore de salariés, d'employés. Et il faut tenir compte du fait qu'une femme, sa carrière ne dure pas aussi longtemps qu'un gars. On n'en parle pas assez. Et les gars, faut inviter plus de filles dans l'émission aussi. Ça, je vous le dis. Et tout ça a son importance aujourd'hui. Elles ont toutes l'amour du maillot. Et je vous jure qu'elle veut, si elle pouvait jouer en équipe de France, elle jouerait. Non. Elles ont, ces gamines-là, parce que elles sont jeunes, elles sont pas en équipe de France depuis 2-3 ans. Elles ont joué dans toutes les catégories équipe de France. Elles ont fait des sacrifices. Tout ça, aujourd'hui, c'est normal. C'est normal, tu vois. Donc, faut arrêter de tirer sur elles et se dire que elles viennent pas parce qu'elles pensent qu'elles ont intérêt. Moi, je suis d'accord avec toi. On avait notamment le cas avec Marine Johannes, notamment il y a quelques années. Alors, c'est leur communication avec l'équipe de France qui me dérange, tu vois. Ça, carrément. Non, mais il y a eu beaucoup de... Ça, carrément, faudra faire une grosse prolongation là-dessus. Je dis juste le groupe de la France, on le rappelle, hein, c'est la Turquie, mercredi 18, ça va avec la Grèce, justement, le lendemain, le 19 juin, et le 21, on finit avec la Suisse. Je pense que c'est un groupe assez abordable et je pense qu'on espère que la France va aller le plus loin possible. Ce qui peut vraiment nous poser problème, c'est qu'on soit trop prêt, qu'on soit trop préparé. C'est ça. Parce que on lave tout le monde. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Alors, la défaite contre la Belgique, finalement, nous fait du bien. Bien sûr. Et puis, on voit qu'il n'a pas aligné les meilleures joueuses contre la Belgique pour terminer. Parce finalement, on essaye de travailler. De travailler et puis d'exploiter tout le réservoir qu'on a. Mais voilà. Mais, ouais, est-ce qu'on sera pas trop préparé, justement, et, je pense que s'il prend les 2-3, tu m'as dit, il y a combien d'équipes dans la poule?
Il y en a 4. Enfin, c'est une poule de 4. C'est une poule de 4. S'il prend les 2 premiers matchs, il tournera sur le 3e. Mais il faut rester. Bah après, Pape. Coach, je le fais. Le papa sénégalais, il y a pas de respect, il y a pas de problème. Et je pense qu'il était beaucoup critiqué au départ. Beaucoup critiqué, mais il est resté quand même sur sa ligne de conduite et il a moins été vindicatif que Céline Dumer sur les départs en WNBA et tout ça. Céline Dumer, la communication de Céline Dumer a fait beaucoup de mal, notamment avec Johannes, où elle supporte pas. Non, mais c'est une question d'ego. Je pense que elle supporte pas que Johannes lui fasse de l'ombre dans sa legacy, quoi, tu vois. Il y a des choses qui se jouent, il y a vraiment des choses qui se jouent. Mais, très rapidement, parce qu'on doit passer à la suite. T'as parlé d'hypocrisie. Bien sûr, moi quand je parle d'hypocrisie, c'est le fait d'avancer le fait qu'elles veulent pas mouiller le maillot, tout ça. C'est je parlais de ça. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On sait très bien que les carrières sont fragiles, les contrats, tu sont courts face à des grosses entités qui te disent si tu bouges, etc. Elles gagnent comme des joueurs en N1, les joueuses de l'effet, quoi, tu vois. Même les superstars et tout, donc c'est un pur scandale. D'autres news, Mills. Ben, on peut passer justement à une petite rubrique intéressante. On a la chance d'avoir Smooth, la bouche pimentée, qui, dans toutes ses activités, en plus d'être un homme érudit, d'avoir off-court le meilleur podcast. Le meilleur podcast de basketball français. Exactement. Directeur sportif, directeur technique, directeur de la communication, directeur du style. Et de l'élégance. Bah, t'es aussi le cofondateur du tournoi le Banana Cut qui s'est déroulé la semaine dernière. Tournoi magnifique, on a vu les images là. Franchement, en termes de production, de package de ce que tu vends comme prestation, visuellement sur le jeu, etc., communication sur les réseaux sociaux et tout. Les gars, incroyable. Ouais, franchement déjà, merci les gars, ça fait plaisir parce que je vous cache pas que moi pendant l'event, j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur l'événement parce que même en étant cofondateur de l'event, t'es au Four au Moulin avec la soixantaine de bénévoles qu'on a. Big up à eux aussi parce que cet événement-là, c'est le leur. Big up à vous, big up à vous les gars, c'est vous qui faites en sorte que ce genre d'événement arrive. On a des chefs de projet en or qui pendant toute une année relancent les clubs sont fatigués des fois à me dire mais attends, elles m'envoient plein de messages à chaque fois. Et ben elles font leur boulot et cette réussite là c'est la leur, tu vois. Ça, donc moi franchement avec Modi Niakate, on est vraiment entouré de personnes en or. Salut Modi. Après Modi, pas Modi, faut pas comparer avec le Modi Niakate de Sergi, c'est pas le même. C'est pas la Niak. C'est pas la Niak. C'est lui, c'est le Niak en plus, tu vois. C'est sur la bourre tous les deux. C'est vrai, mais franchement, c'est au vu des réseaux sociaux et de ce qu'on a eu comme retour, c'était une réussite. En 2 mots déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que le Banana Cut? Le Banana Cut, en fait, c'est tu veux peut-être l'historique avant ou pas? L'historique, c'est que t'as 2 gars, Modi et moi, Modi qui est vraiment fort dans l'organisation d'événements, qui est plus dans le monde du football, et moi qui est, moi je love le basket aujourd'hui, je vis basket. Avec l'âge, tu prends du recul, mais t'as envie d'être encore un acteur du basket, donc des fois tu te demandes comment faire. Et je bosse avec les jeunes, donc on a essayé de faire un truc qui pouvait être intéressant, et on s'est dit, mais gros, en fait la catégorie 15 France, il y a pas de lumière sur ces petits-là. Il y a pas de lumière sur ces petits-là comparé à un pays comme l'Espagne qui te fait une mini Copa du Roi et qui te remplit un palais des sports entier pour la cause de ces gamins-là. On s'est dit, mais ça là, on peut le faire en France. Donc avec Modi, on a vraiment réfléchi à ce délire-là. On s'est dit, viens, on va taper chez les U15 France. Donc on a réfléchi, on a commencé, là, Banana Cut. On toque à la porte de chez Adidas, on leur propose le projet, ils nous soutiennent, ils nous disent pas encore, on vous suit. Donc on rappelle, c'est pas un événement Adidas, c'est un événement Banana Cut soutenu par Adidas. Donc pourquoi banane coupée du coup alors? Banana Cut, coach. C'est quoi Banana Cut? C'est 2 ailés qui coupent, qui vont d'un côté à l'autre quand ils croisent en transition. D'accord. Donc donc voilà, et on a voulu apporter des codes pour les jeunes et avoir aussi, moi je pars du principe que ce qu'on a vécu nous dans notre expérience peut avoir un impact sur peut-être un plus sur l'événement jeune. La transmission, la culture, tout ça. Donc on a voulu faire un événement fédéral, mais tout en étant culturel. On a voulu bosser avec les clubs,
comparé à d'autres événements qui jouent sur l'individu. Pourquoi avec les clubs? Simplement pour mettre en avant le travail des clubs. Parce qu'en effet, on peut avoir des centres de formation, mais il y a des clubs qui se débrouillent. Tu vois, il y a eu des Villemomble, il y a eu des Marne-la-Vallée, il y a eu des Charenton, Chenet-Versailles, Poissy, c'est des équipes-là qui bossent, ils ont des éducateurs sportifs qui, l'entente CTC, tu vois, 7-9-1. Et c'est ces entraîneurs-là qui bossent 4-5 fois par jour avec ces gamins-là et qui sont des figures adultes pour eux en dehors des parents. Donc on a décidé de mettre en place cet événement-là. Première édition, on fait venir que les garçons dans un petit gymnase. Big up à PB14 qui nous l'a mis à disposition, le gymnase Dido. On fait que les garçons. Là, on rentre dans une campagne de communication, on va dans chaque club, on fait des teasers. Les gamins, ils s'y prennent au jeu. L'événement, ok, on est content, mais on peut faire quelque chose. Deuxième année, on va à Coubertin. Tu vois, le switch, déjà, on va dans une petite salle de 300 personnes, on va à Coubertin. C'est incroyable. Il y a du monde. On n'est pas encore conscient de ce qui se passe. À un moment, je traverse, je vois le gardien, il me dit, va falloir calmer un peu, vous avez beaucoup de monde. Je dis, comment ça, on a beaucoup de monde, on a Coubertin, frère. Tu peux pas me dire, il y a beaucoup de monde. Et il me dit, vous êtes déjà à 1500 personnes. U15, 1500 personnes. Là, je dis, Tu passes de 300 à 1005? 300 à 1005. Incroyable. Sur une année. 300. Voilà. Après, je te cache pas qu'on est inspiré par les grands. On est inspiré par les grands. La culture parisienne est très importante. Elle est riche. On peut faire plein de choses. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, on a été inspiré par notre grand frère Amadoun Sidoué avec son Kié 54 qui nous a dit qu'on peut faire des choses, qui nous a montré qu'on pouvait faire des choses. Tu vois, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le game. Et aujourd'hui, son tournoi, il est toujours là. Il est connu mondialement. Donc voilà, on est inspiré par ces gens-là, par le hall parisien. Voilà. Forcément. C'est des événements qui sont faits par les jeunes. Et toutes ces petites instances qui construisent leur événement et qui font ça au service de la culture, qui font ça au service des jeunes. Tout ça, là. Unlocked, Storm, tous ces trucs-là, franchement, c'est ceux qui nous donnent la force et c'est eux qui nous inspirent. Donc, on fait le deuxième. Et là, on se dit, vas-y, on avait fait venir un artiste la première fois, tranquille. Deuxième fois, on fait venir un artiste. Moi, ces jeunes-là, je les connais pas. On fait venir la Mano, JRK. À ce moment-là. Chez les mecs de 15 ans, là, mais c'est Michael Jackson. On les connaît pas. Moi, JRK, je le connais parce qu'en tant qu'EduxP, il est sur mon territoire, il y a pas de galère. Tout le monde descend des tribunes, bouh. Le terrain, il est blindé. Et je vois les gamins, ils chantent les paroles de JRK comme si c'était des devoirs à l'école. Je dis, là, Mano, il arrive, il fait son show. Donc là, retour, événement chaud. On est dans la dynamique. Et cette année, on a voulu faire les choses en grand. Donc, en effet, en termes de communication, on a décidé, là, l'événement, il est visible par les jeunes qui kiffent, tout ça. En fait, il nous paraît légitime de nous rendre visibles au travers de ces événements-là. Donc, on a fait appel à beaucoup de créateurs de contenu, des équipes qui sont vraiment installées et qui adorent l'ADN Banana Cut, évidemment, Oopsider et tous ces médias qui arrivent, Rookix, tous ces gens-là qui sont venus nous voir, nous apporter la force. Et ben, c'est tout ce que vous avez vu là. Et on avait un plateau de rêve. Féminin comme masculin, parce que Banana Cut c'est féminin et masculin. Je vais te poser la question. Ouais. Non, l'histoire avec les filles. Super. Première édition, on fait les gars. Et la chance qu'on a, c'est qu'à Marne-la-Vallée, ils font un tournoi de début de saison où ils réunissent les filles et les garçons pour un tournoi de préparation au championnat de France. Nous, on arrive au tournoi avec mon associé, les filles nous tombent dessus. Comment ça? Banana Cut, c'est que pour les garçons, les filles, elles rigolent pas. Elles rigolent pas, te menacent. les petites sœurs, elles rigolent pas. Vous voulez quoi? On veut que vous fassiez un tournoi? Ok, on le fait. Mais réponse simple. Comment ça? On le fait. Tu m'as demandé, on le fait. Et elles y croyaient pas. Jusqu'au premier jour, on est venu faire les teasers. Et là, elles ont craqué. Elles ont craqué le pur kiff. Et troisième, la Clichy Hall, une salle qui est sortie il y a 1 an. Elle est sortie il y a 1 an, la salle. Je faisait beaucoup de spectacles, beaucoup de combats MMA, tout ça. Nous, on vient la voir. Capacité d'accueil là-bas? Capacité d'accueil 2000 personnes. Mais il y a une deuxième salle qui nous permet d'entraîner, faire les shootings, tout ça. Donc, on perdait pas de temps. Et là, voilà, c'est ce que vous voyez, la salle blindée, la culture qui vient, Amarassi qui vient pour donner la force, qui vient pour regarder ce que ça vaut, qui se retrouve à faire un jump ball avec les gamins. On a un plateau de rêve en U15 France, en garçon, on a les 2 finalistes du titre de champion de France, Marne-la-Vallée, Paris Basket et PBA, qui sont là, qui sont sur le plateau et qui se retrouvent encore en finale. En filles, sur les filles, les équipes qu'on a invitées parce qu'on s'est ouvert à la province.
On a invité le Havre en garçon et l'Asvel en fille. Donc, sur le plateau féminin, l'Asvel qui est au final fort, plus Montgeron qui gagne le titre de champion de France, plus Versailles qui est au final fort. Donc, on a 3 équipes sur 8 équipes qui font le tableau final. Et les gamines, comme elles te le disent, elles veulent en découdre. Teaser, nous, ça parle trop, on veut en découdre. Donc, on met ce côté street dans des instances et ça match. Et t'as un tournoi de fou, l'engagement, et à la fin, t'as des parents qui viennent te voir et qui te disent merci, les gamins qui viennent te dire merci, ils sont habillés de la tête aux pieds par Adidas. Donc la story banana, c'est super. Franchement, magnifique. la story magnifique. banana cut, c'est ça. Et Donc, quand t'as l'Asvel ou le Havre, par exemple, tu les appelles, tu leur dis, on vous invite au banana cut, et ils vous disent, c'est combien ou un truc comme ça. Je dis, tu viens avec tes affaires, basta. Tu viens avec tes affaires, basta. Comment ça? Vous êtes habillé de la tête en pied, on vous prend en charge. Vous êtes hébergé. Tu vois? Magnifique. Et voilà, Ouais, donc, c'est déjà, l'hébergement, ça doit représenter les charges les plus importantes, j'imagine, du tournoi. l'hébergement, la salle, c'est vraiment des coûts, mais ça vaut vraiment pas les sourires des gamins. Je C'est te ça. dis clairement, ça vaut vraiment C'est ça, pas et les sourires des puis gamins. il faut savoir aussi, Sur tout cette le monde. génération un peu charnière, un peu de Ouais. transitoire, où 15 ans, 16 Mais ans, commence à devenir, on fait plein on de est trucs, plus des tu wagons, vois. on devient des adultes. Nous, ça nous permet aussi de réunir les clubs. C'est peut-être la dernière danse pour certains joueurs avec leur coach, tu vois, avant de partir en centre de formation ou dans d'autres clubs. Fêtez le truc ensemble, tu vois. Fêtez le truc ensemble. Ouais. C'est Très beau. pour moi, c'est Non, c'est fort. super. Moi, c'est quand même quelque chose qui me touche aussi particulièrement parce que j'ai quand même coaché des jeunes. Moi, j'ai coaché des U20 en talent en région Super Elite juste avant le Covid. Mhm. Et avec un de mes meilleurs amis, Charlotte à Melo, mon gars. Greg Popomils. Mais on est allé on devait aller jusqu'au Super Elite, mais le Covid malheureusement ça a arrêté. C'est notre dernière génération, la 2000. Mhm. Donc en fait, je comprends quand tu parles de l'unité, tu sais ce truc-là où les jeunes ont besoin de ces tournois-là. Parce que pour eux c'est important parce que faut rappeler que le basket on n'est pas du tout le sport numéro 1 en France. Ouais. Il n'a pas autant de tournois que par exemple au foot. Ils ont des tournois tout le temps. Hein. Ah. Voilà. Et je pense que moi déjà je voulais vous féliciter Merci. et vous dire à quel point c'est incroyable ce que vous faites de réunir autant les jeunes, autant les femmes, autant que les hommes. On sait que les filles aussi sont beaucoup senties délaissées, mais ces dernières années, ça commence à avoir aussi beaucoup de choses pour elles. Il y a des choses, il y a Lena qui fait des trucs, tu vois, et All Parisian qui fait des trucs pour les filles, Ouais. Amadoun qui fait que 54 féminin, tu vois, et toutes ces, et Storm qui fait des trucs pour les filles. C'est pour ça que je dis, Paris, On essaye d'avoir cet équilibre-là, tu vois. mais c'est ça que je dis, ces dernières années, ça augmente beaucoup, et surtout que en Île-de-France, ou maintenant, vous faites maintenant national, hein, il y a justement tellement de talent à mettre au devant des caméras, au devant du monde, et je pense que vous faites partie des gens, parce que je pense que c'est la 3e édition, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup plus, que je vous le souhaite, et j'espère que vous allez continuer à mettre en avant ces jeunes-là, qui, pour eux, c'est des souvenirs inoubliables, hein, parce que dans 20 ans, ils vont en reparler, dans 10 ans, ils vont en reparler, et en tout cas, un gros shout-out. Moi, nous, on parle encore du Nike et du Ah, Nike bah, c'est Battleground, moi, du c'est tous Adidas ces Streetball. trucs-là qui m'animent. C'est tous ces trucs-là que j'ai envie de reproduire en termes d'énergie dans cet événement-là, tu vois. Faire du vieux avec du vieux pour du nouveau, c'est Se super. renouveler en permanence. Ouais, exactement. Après, voilà, c'est vrai que l'organisation d'événements comme ça, le plus dur, c'est de durer. Et on voit que il y a des événements qui durent 3-4 éditions et après disparaissent faute de moyens. C'est pour ça que j'en revenais aux moyens. Savoir que ils mettent le cœur sur la table. Ils prennent pas d'oseille les organisateurs. Ils font ça. C'est pas ça l'expression, mais on a compris. Ouais, non, mais voilà, c'est faut savoir. Et ce que je voulais rajouter, c'est surtout que là, t'intègres les clubs fédéraux et des clubs amateurs, tu les mets en lumière. C'est pas les, on fait pas de autres. l'entre-soi. Tu vois, on a commencé en effet, comme tu dis, on a commencé par du championnat de France, mais on s'est refusé. On se refuse pas mal de choses pour faire de l'entre-soi. On est parti, on a dit, on va prendre la région. On va prendre les meilleurs de région, parce que souvent quand t'es meilleure région, ton équipe 1 est en championnat de France. Donc il était impossible pour nous de prendre 2 équipes issues du même club. Par contre, les équipes qui figurent bien en élite, c'est une expérience de fou. On a invité Eiffel, un club féminin comme Eiffel, qui essaye de se construire. Et les gamines, quand elles sont vues, elles ont vécu une expérience de malade. Les gars, on a fait venir PB14 qui, sur le premier match, ils ont failli faire la première surprise. Ils ont failli éliminer le champion de France en titre. Ça s'est joué à 3 actions en 15 secondes. On joue sur du 2x8. Tu vois, tout ça, nous, on se refuse de faire de l'entre-soi. Aujourd'hui, tu vois nos réseaux sociaux, en MP, tous les clubs de province
nous envoient des messages. On veut venir au Banana Cut. C'est Ce que dingue. je voulais dire, justement, ce qui est fort, c'est que tu arrives à mobiliser les clubs fédéraux et à intégrer quand même le lifestyle avec quoi, la hype et tout ça, Ouais. chose que la fédération ne serait pas capable de faire. Non, malheureusement. Non, mais bon, au final, c'est une institution C'est une et donc au institution. final, Ben oui. c'est contre nature de faire de la hype, de faire du lifestyle Bien et sûr, tout ça. mais Et les justement, acteurs de terrain, les et acteurs de justement, terrain, on il peut faut collaborer, on peut échanger. Oui, mais justement, l'un n'interdit pas l'autre. Ouais, quoi. bien sûr. Et c'est ça en fait, c'est une belle démonstration que c'est possible. Clairement. Et de dépoussiérer un peu justement tout ce réseau fédéral en portant des projets. Ouais. Donc soyez créatifs et vraiment prenez-en de la graine parce que Banana Cut c'est vraiment un exemple à suivre. Moi, je vous le dis clairement, cette 3e édition-là a été lourde. Mais, Ah, ce que je voulais entendre. L'année prochaine, ça va être encore. 4, 5, vous êtes pas prêts. Parce qu'on est déjà, nous, dans la construction de 4 et 5, vous n'êtes pas prêts. On a fait du national. Je vous cache pas qu'on va faire de l'international. Tant mieux. On va faire de l'international et on va pas chercher du petit. Bon, j'annonce Valence déjà. Hein Non. Ils vont tout plier sinon. On va chercher en Espagne et en Allemagne. Oui, bah Valence. Ouais, mais c'est pas Valence. Bon bah le Real. Mais toi aussi, laisse-les faire un truc. J'en ai spoilé. Mais vraiment big up à nos partenaires, Wizenshel, Adidas, tous les médias qui nous ont suivis qui nous ont apporté la force parce que sans eux, on n'a pas de visibilité sur les events et aujourd'hui, c'est la culture qui gagne en fait. Bon, on peut l'annoncer l'année prochaine. Temps Mort Show sera là. On aura un plateau spécial en direct de là-bas pour le commander. Gars, ça y est, on a parlé, c'est filmé, il y a des caméras, tout est enregistré, etc. Mousse, il oublie rien. Mousse, il oublie rien. Ah, moi, j'oublie rien, je suis un disque dur interne. Donc voilà, mais vous êtes les bienvenus et vous êtes les bienvenus. Moi, j'aimerais voir dans la salle. Je voudrais avoir une salle blindée et qui prouve à un moment ou à un autre, on peut s'asseoir dans un vrai palais des sports. Bien sûr, mais vous allez le faire. Et pourquoi pas même demain à Bercy ou je sais pas quoi. Pourquoi? C'est vu quoi, Adidas et notre compagnie de route. Moi, ça me paraît la suite logique, hein. On va faire monter la sauce. On va faire monter la sauce. On attend les dates importantes. En tout cas, Mousse, franchement, encore une fois, félicitations. Merci. Félicitations pour ce bel accomplissement. C'est que le début d'une très grande histoire. Mais on voit que plus les accomplissements, ce truc, plus le dress code évolue. Là, c'est bientôt la Rolex, bientôt le truc. Non, mais on voit que, on sent, là, ça fait des... Non, parce qu'il était déjà venu avec un chapeau melon déjà la dernière fois. Là, il est venu en mode... Avec un borsalino, Le chapeau, il a fait parler. Le chapeau, il a fait parler. Le parrain, tu vois ce que je veux dire, maintenant. Là, il est en mode, Mani, il profite. Là, il est en mode, ça ricrosse, rosé, vraiment. Léger, rosé. C'est cool. Les gars, merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup. Que des artilleurs. Alors, on va le redire, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Partagez, c'est très important. Faites en sorte que ce projet se pérennise. On a besoin de vous. Nous, on fait ça par passion du basket. Vous voyez, on parle de toutes les disciplines, de toutes les catégories. S'il vous plaît, donnez-nous du love. S'il y a un basketteur dans votre entourage, dans votre famille, etc., partagez-lui cette vidéo, ça lui fera plaisir et voilà. Les gars. C'est simple. Temps Mort, c'est l'émission qui te fera kiffer le basket. Donc, passe-le à ton voisin qui kiffera le basket et passe-le à la famille qui kiffera le basket. Aujourd'hui, il y a personne qui parle avec autant d'amour du basket et avec la joie et la bonne humeur. Regardez, il y a que des têtes avec des sourires. Mais, voilà, c'est tout. Temps Mort, c'est que du lourd. Vince. Supportez l'émission parce que on parle de tous les baskets et on met aussi en lumière les acteurs, ceux qui portent les projets. Donc ceux qui portent des projets, manifestez-vous aussi en MP pour pouvoir avoir un petit coup de projecteur sur ce que vous portez comme idée pour faire vivre le basket. Exactement. Tous ceux qui vivent basket, qui mangent basket, qui dorment basket, voilà, contactez-nous. Parce que nous aussi, on peut vous mettre en lumière, on peut vous aider. Donc voilà, exactement. De toute façon, faut compter les uns sur les autres. Voilà. On finit par le son de la semaine. Cette semaine, c'est autour de Mills. Qu'est-ce que nous a concocté cette semaine, Monsieur Mills? Moi, je veux pas aller sur du old comme vous êtes allé j'ai rien sur le old school, vous le savez très bien. Mais moi, je vais partir sur je parle de Rosette tout à l'heure, je vais partir sur du Rick Ross. Okay. Rick Ross, T.I. 2012, Bury Me a G, sur l'album Self-Made volume 2.
un de mes morceaux préférés, hein, tout simplement. Et j'étais obligé d'en parler parce que J'ai cru que t'allais sortir un Where My Money de Rick Ross en dédicace à Lasvel et Monaco. J'ai question, est-ce qu'on peut finir autrement que sur ça? Non, allez, merci beaucoup. Abonnez-vous, Temps Mort Show. Peace. J'ai cru que t'as même failli me dire un Guy Desbar featuring Rick Ross. Oh, calme-toi. Attention, il est très très long le morceau.